Hello tout le monde, en compagnie de CryptoPixou. Yo, 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 yo. J'espère que ça va. En tout cas, moi ça va nickel. Toi Léo, bien? Ça va, semaine de déplacement, donc je suis pas chez moi. Comme vous pouvez le voir, le décor n'est pas le même que celui d'habitude, donc voilà, ça change un petit peu de d'habitude. Je suis pas dans mon meilleur setup, mais j'espère que ça le fera. Et Ça le fera. sinon, semaine un peu plus chill que d'habitude, donc voilà, un petit peu de repos et un petit peu de vacances qui arrivent mardi, à partir de mardi, et pour quelques semaines après, donc voilà, ça fait du bien. Et toi, du coup? Super. Eh ben écoute, impeccable. On prépare le Solana Breakpoint qui se passera début novembre. Prise de rendez-vous, due diligence des projets Solana pour se mettre à la page aussi. Avec une page très très remplie de speakers. C'est vraiment affolant le nombre de speakers qu'il va y avoir à l'événement. Et pas que des speakers Solana d'ailleurs. Des trucs plus globaux comme un Layer 2 Ethereum, Scroll du coup. Des projets NFT, NFT vidéo, toutes sortes de choses en fait. Donc aujourd'hui, pour ceux qui nous écoutent, si vous êtes sur YouTube, n'hésitez pas, vous connaissez le like, le commentaire pour nous dire ce que vous avez pensé de cette petite prestation, disons les choses comme ça. Donc le programme, comme d'habitude, c'est au début analyse technique avec Picsou. On va parler de la macro, on va parler de Bitcoin, d'Ethereum, de ce qu'ils pensent du marché. On fera ensuite un point sur des sujets fondamentaux qui devraient vous plaire. Donc aujourd'hui au programme, on va parler de Aptos. On est obligé de parler d'Aptos qui viennent de release leur mainnet et leurs jetons avec un prix qui a fait pas mal le yo-yo, qui a fait beaucoup parler de lui aussi. On va parler également de Solana. Et coucou tout le monde sur le live. Je termine l'introduction et on dit bonjour à tout le monde. Enfin bonsoir plutôt. Je disais ouais, Solana, je me suis renseigné sur comment ils comptent stabiliser leur réseau. Voilà, comprendre les différentes nouveautés, pas que le système de frais, mais aussi l'implémentation du QoS et de Quick. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça implique? Et on parlera également de Skip Protocol qui ont levé énormément d'argent récemment, qui va être un protocole pour tout l'écosystème Cosmos pour rendre plus démocratique ce qu'on appelle la MEV, la Most Extractable Value. C'est un sujet qui revient souvent mais qui a tendance à être plutôt technique. Et bien là, pareil, je vais vous expliquer de quoi il s'agit, pourquoi des gens en font pour faire de l'argent, en quoi ça peut être un problème pour la blockchain et en quoi le protocole Skip va soigner tout ça. On parlera bien entendu des news habituelles de la semaine. Donc un programme très chargé côté Fonda. J'ai bien monopolisé la parole. Coucou tout le monde sur le live. Yo, Je vais à tous ceux passer qui quelques arrivent, messages. Yo Cryptaddict, Zafoli, Zekmet, Stéphane, il fait beau à Bordeaux, Fluencer, Claquette Chaussette, Sainte-Courge, Sad Mike, yo à l'équipe. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous passez un bon week-end. Euh, et je crois que j'ai le démon, tout simplement parce que le Grand Prix de Formule 1, je crois que c'est maintenant. Grand Prix des États-Unis. Je sais plus si c'est maintenant ou un peu plus tard dans la soirée. C'est maintenant, et du coup, j'ai bien le démon parce qu'il est pile au moment de la masterclass en entière. Donc voilà, je Ah, vais ça commencer se le fera en live, live. il y a le Grand Prix, et je termine le live, il n'y a plus le Grand Prix. Mais bon, Donc les bon. priorités, c'est vous. C'est ça qu'il faut leur dire, Léo. La Ah, priorité mais non, mais aujourd'hui, la c'est vous. priorité, c'est vous, mais je le fais parce qu'on fait un live tous les dimanches, mais voilà, normalement, j'en aurais vraiment rien à foutre et je regarderais la Formule 1, quoi. En tout cas, ça me manque beaucoup, je suis un peu deg de pas pouvoir check ça, mais Parce voilà. qu'il y en Ne a, il y en spoilez a pas pas dans le eu. chat, s'il vous plaît. Il y a eu il y a eu Euh, un long moment sans Formule 1, du coup, c'est ça? Je sais pas si ça fait une ou deux semaines. Je crois que ça fait 2 semaines. Je crois que le dernier c'était Suzuka, je crois. Ok. Et du coup, voilà, bon, c'est la vie, c'est comme ça. Merci à Alex pour le sub, merci pour le 19e mois. Merci beaucoup. J'affiche un petit peu Donc tout le bon, monde à l'écran. on peut pas gagner sur tous les plans. Je ferai 100 cette semaine. Et puis juste après le live, j'essaierai de regarder un petit peu ce qui se dit, ou en tout cas regarder la rediff, quoi. Ok, top. Et bah écoute, on laisse encore les temps aux gens d'arriver, 1 ou 2 minutes. En attendant, vous connaissez la petite chanson, on vous met dans le chat le tweet d'annonce du live que vous pouvez Yes. liker, RT, si vous voulez donner un petit peu de force. Voilà, tout simplement. Vous allez N'hésitez pas, c'est avoir gratuit, ça fait un bon plaisir. programme ce soir. Franchement, côté Fonda, moi j'ai bien préparé les choses. Le pauvre Léo, il est toujours piégé dans son range, donc il va vous dire que cette fois on est plutôt
plus haut. Non, Enfin, non, en non, il vrai, y a là, plus. Pardon. ça Sur bouge. la, Là. sur la préparation dans le mini range, je te voyais en haut du range, mais sur le plus grand range, on est en train de se balader, effectivement. Non, Ah, il se passe des choses. Il y a des choses assez intéressantes, notamment sur les alts et quelques cryptos que je surveille de près. Donc ça redevient un petit peu intéressant parce qu'on a on a un petit peu de volat, tu vois, typiquement sur Ape, on a de la volat. On a eu le Aptos qui a été listé cette semaine, je crois. bah, Donc ça a pas mal bougé. On a eu de l'activité, on a eu de la volatilité, on a eu du volume. Donc tu l'as joué, forcément. Aptos? Alors, je l'ai pas. Alors attends, j'aimerais bien supprimer ça, voilà. Alors, j'ai mis des ordres spots dans cette box là. Pour faire assez simple. Genre dans Ouais. toute cette box ici. On n'y est jamais allé, donc j'ai pas pu en acheter en spot. Ensuite, on a eu le break du range. Donc là, comme tu peux voir, on a une Mhm. latéralisation assez longue ici entre les 7 dollars et les 7,7 dollars pour faire assez simple. Et je me suis dit, est-ce que j'y vais grosse couille? Est-ce que je marquais de buy genre juste avant ici? Parce que voilà, on reteste de plus en plus de fois la résistance, mais de moins en moins de fois le support. Donc voilà, pourquoi pas la jouer agressive avec un stop oui, assez close, assez proche. Et donc jouer une extension parce que je voyais beaucoup de gens qui étaient assez pessimistes dessus, assez négatifs, en train de fuir et tout. Et je me suis dit, putain, genre si tout le monde short et qu'on arrive à tenir ces prix-là dans une latéralisation, il y a quand même un monde où on run. Ça me faisait penser un petit peu à ce qu'on avait vu sur Ape au tout début. Et donc voilà, je suis pas quand même, enfin je suis pas rentré grosse couille. Je me suis dit je vais attendre un petit retest pour pouvoir acheter. On n'a jamais eu le retest. Et ensuite c'est parti. Je me suis tâté à acheter cette consolidation là, mais bah il arrive que je dorme. Donc voilà, c'était cette nuit. Et et depuis, bah, maintenant, je patiente. On commence à arriver dans des localisations où j'ai plus forcément envie d'acheter, de m'exposer. Enfin, voilà, je préférais, par exemple, avoir de belles structures pour pouvoir jouer une poursuite de la hausse ou davantage de retracement pour derrière, je sais pas, retester ce range ici qu'on a créé. Mais voilà, pour moi, on est un peu à un endroit qui est peu pertinent. C'est la no trade zone, en quelque C'est à sorte. notre trade zone, on peut potentiellement revenir vers ici et, je sais pas, imaginer des shorts si on se dit que bah, la market structure a été cassée puisqu'on fait des creux de plus en plus haut ici et que pour la première fois on fait des sommets de plus en plus bas et des creux de plus en plus bas ici. Donc voilà, si jamais on devait, je sais pas, repousser au-dessus de cette zone ici, aller chercher les stops des vendeurs, pourquoi pas imaginer un scénario où on va pousser plus bas. Mais voilà, sans réelle conviction, honnêtement, je préfère voir Mhm. des structures se développer pour mettre le plus de chances de mon côté, plutôt que de vouloir à tout prix trader un actif qui a peu d'historique, quoi. Je comprends totalement. En tout cas, ça fait plaisir, ne serait-ce que d'avoir un peu d'activité, d'avoir un jeton qui se trade où les gens en parlent, tu vois, c'est un petit peu réveillé tout le monde sur les réseaux. Enfin, pour ceux qui traitent des alts, hein, je parle. Bah ça, franchement, ça fait plaisir, tu vois, parce que on arrivait un petit peu à ce moment où bah on avait vraiment aucun événement dans le marché qui nous intéressait et qui amenait de la volatilité. C'est-à-dire que Mm. bon, t'avais le CPI, donc avec les chiffres de l'inflation. Bon, ça c'est une fois par mois, donc c'était notre belle petite attraction qui a amené de la volatilité à chaque fois. Bon, ça a encore marché la dernière fois. Mais à part ça, on a eu peu d'excitation, peu d'événements fondamentaux qui nous ont excités. Bon, évidemment, on a eu The Merge, mais on a été habitué à bah, plein d'événements comme ça à longueur de semaine. Et donc là, le fait que bah, y a un listing d'un coin assez attendu, etc., je trouve que, enfin moi en tout cas, ça m'a redonné encore plus envie de me mettre dans le marché. Alors le marché, je l'ai pas lâché, hein, parce que je fais à peu près entre 3 et 4 vidéos par semaine, en plus de Mm. mon trading et en plus que ce soit mon job à temps plein de m'intéresser aux cryptos. Mais, euh, mais voilà, ça redonne un petit coup de boost et de voir des cryptos qui sont bien capitalisés et qui peuvent te faire des moves de x2, x3, ou en tout cas des moves de plus 40-50% en quelques heures, bah, c'est appréciable. Et voilà, quand tu fais du trading, ce que tu cherches, c'est de la volatilité. Et bah, on en a eu. Donc, Ouais, c'est de la clair. volatilité et du volume. Donc, on en a eu. Et voilà, ça fait plaisir. Ça m'a mis de bonne humeur cette semaine. Bah moi c'est pareil, franchement, d'avoir des choses à dire, tu vois, du FUD, des gens qui justifient et des gens qui build, et tu vois plein d'écosystèmes qui se faisaient sur Solana qui commencent à faire des partenariats avec Aptos,
comme l'Oracle Pit ou des jeux Play to Earn, hein, tout simplement, qui veulent passer cross-chain, par exemple. Bref, j'ai vu beaucoup de choses et ça fait plaisir, un petit peu de concurrence aussi sur les Layer 1 monolithiques. Il y avait un message qui pourrait t'intéresser. Hello la team, market cap trop gros, non? Je te laisse répondre. Non. Alors, je vais juste regarder. Parce que je peux partager qu'un onglet, en fait. J'ai que. Ouais. Il n'y a aucun problème. Envoie J'ai bien. qu'un écran, mais alors je vais zoomer encore un petit peu plus, comme ça vous avez le truc. Aptos, on est à 1 milliard de capitalisation en fully diluted, top 45. Non, en market cap. Fully diluted, on est à 10. En circulating supply, excusez-moi. Ouais. En circulating supply, désolé. Et en fait, le truc, c'est que bah, on a 1 milliard, mais pour moi, ce qu'on a vu, c'est incomparable à ICP. Dans le sens où voilà, tout le monde est en mode ça va faire comme ICP, ça va aller à 0, ça va s'effondrer. Mais les gars, arrêtez. Genre, ICP, quand il a été listé, il était quoi? Top 10, top 15? Là, on parle d'un truc qui a été listé top 50, top 55. Voilà, pour un top layer 1, moi, je trouve que voilà, c'est cher, mais c'est pas extraordinaire, quoi. Pour moi, c'est pas une valorisation qui est choquante si on a des gros VC et des gens qui se mettent dedans. Alors évidemment, la fully diluted est assez importante, plus importante que la majorité des cryptos qui ont le même market cap en circulating supply, donc en non diluted. Mais voilà, je crois que d'ailleurs, l'émission, elle va prendre du temps. C'est-à-dire que. Elle est listée sur 10 ans, c'est ça. Je crois on en a pour 1 ou 2 ans pour que ça bouge vraiment fort d'un point de vue supply. Donc, certes, ça fait une fully diluted qui est assez importante. Mais si on regarde le vesting et le schedule de la libération des tokens, on voit que bah, je crois qu'il faut 1 an ou 1 an et demi pour que ça bouge d'un point de vue supply et que donc le circulating supply augmente. Donc on a un peu de temps pour voir venir les choses. Et je pense que d'ici là, il y a de bonnes chances qu'on soit dans un marché qui ait un petit peu plus de couleurs. Et je pense que les gens, c'est pas qu'ils s'en foutront, mais tu sais, en bull run, on regarde même pas le fully diluted quasiment, tu vois. Tu regardes juste combien c'est, comment ça progresse, le volume des milestones, et puis voilà, tu regardes moins le fully diluted. Donc on verra. Mais voilà, moi je suis pas choqué par cette capitalisation. Et je pense que toutes les personnes qui fuient d'Aptos, je les amène à mettre leurs convictions en application. C'est-à-dire que si vous pensez que le prix va baisser et que la capitalisation est trop haute, je vous invite tout simplement à shorter. Et voilà, si vous avez raison, vous ferez de l'argent. Et si vous avez tort, au moins vous aurez une parole et des vraies convictions plutôt que de fuir gratuitement. Je partage ton avis, je vais rajouter le mien en quelques mots. Moi, je dirais que niveau capitalisation, il n'y a rien de choquant. Par contre, effectivement, la capitalisation, si le prix restait, elle va doubler très rapidement, en moins d'1 an. Donc, il faut quand même garder ça en tête. Il y aura aussi une grosse libération qui sera dans 1 an tout pile. Donc, il faut quand même en être conscient. C'est pour ça que moi, j'attends. Moi, j'ai une question pour toi. Moi, j'ai une question pour toi. Donc, en gros, Aptos, pour toi, c'est top layer 1, ça va être amené à se développer. Voilà. Pour toi, c'est quoi les plus gros. Enfin, pour toi, c'est quoi les concurrents directs d'Aptos? Pour toi, des concurrents qui font sens? Ouais. Alors, ça dépend comment tu le vois. C'est-à-dire que si on est vraiment. On prend tout en considération, il est clairement en face de Solana. Tu vois. C'est juste ultra backé. Voilà, ça fait longtemps que je voulais le faire. Tu prends ton petit ban. Ce soir, c'était pas le soir parce que je peux pas voir la Formule 1. C'est fait. Merci mon ref. Passe une bonne soirée. Passe une bonne soirée. Vous inquiétez pas. On n'est pas aigri, mais bon, quand c'est là, tous les lives, tout le temps. Voilà. Donc on reprend. Moi, je le mets face à Solana pour toutes les mêmes raisons. Blockchain monolithique, basé sur la performance. On essaie d'aller dans la construction. C'est backé par des VC. Toujours les mêmes d'ailleurs. Hein. Donc voilà. Sorti de ça, il est dans la hype de c'est nouveau. C'est nouveau et c'est ce qui plaît. Hein. On est sur un marché où on est quand même drivé par la hype, même en bear market. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tu as des gens qui sont convaincus que c'est lui qui va tout baiser et ils vont vouloir l'acheter, ils vont pas vouloir attendre. Ça, il faut le noter. Mais face à ça, on a des gens qui ont profité d'airdrop qui peuvent vendre et on a des gens qui peut-être surveillent le prix et qui vont commencer à se bagarrer dessus. Donc moi, personnellement, en tant que trader, non pas avec levier, mais acheteur spot, j'attends, je touche pas.
Si ça monte, il n'y a pas de regret. C'est juste que je prends pas de décision hâtive, surtout avec un fully diluted comme ça, et je sais comment ça Et du peut coup, t'es rentré ou t'es pas se rentré? faire. J'ai pas Je suivi. suis pas rentré. Non, je Ok, rentre ok. pas. Pas Et maintenant, mais je le du surveille, coup, ouais. pour toi, c'est Avec vous. Solana, concurrent direct. T'as d'autres Ouais. concurrents directs qui te sautent aux yeux? Pas vraiment. Après, Atom, non? si on est vraiment sur de la performance pure, euh, ça dépend comment tu vois les choses. Je dirais ICP, tu vois, pour le coup, pour de la performance pure. Qu'est-ce Et qu'on pour a toi, c'est pas un d'autre? concurrent d'Aptos, enfin de Atom, par exemple? Avalanche. Atom, Avalanche. Atom, c'est plus dans une logique où on va faire plein de blockchains, tu vois ce que je veux dire? Mm. Et Mais là pas où une je... blockchain monolithique, c'est ça que je veux dire. Ouais, mais là où je veux en venir, c'est que Avalanche, c'est 4,7 milliards, Solana, c'est 10 milliards, même Atom, c'est 3,3 milliards, Ouais, et on parle d'un Aptos qui est à 1,2 milliard. ouais. Donc, Mais Kina, oui, aucune communauté, enfin, il y a une communauté qui, pas- voilà, qui se fait, mais qui n'a pas pas encore prouvé. d'application Ouais. vraiment établie et très utilisée. Donc, Mm. mais bon, gros, tu veux qu'on parle de Cardano, tu vois? Bah, mais C'est-à-dire je suis que d'accord. des Layer 1 avec peu d'applications dessus et une petite enfin, peu, peu utilisée par rapport à d'autres, il y en a et ça les empêche pas d'être très capitalisés. Donc, est-ce que ça durera? Est-ce que Cardano restera aussi capitalisé aussi longtemps? Je ne sais pas. Mais voilà, donc voilà, tout ce que je voulais vous dire par rapport à ça, c'est toujours de remettre un petit peu en question et de remettre en perspective ce que vous lisez sur les réseaux. Mm. Parce que voilà, c'est souvent une question de hype. C'est-à-dire que si c'est hype de dire que Aptos c'est de la merde, et ben vous allez vite avoir envie de dire ça pour être un mec, je sais pas, qui est liké parce que les gens pensent comme vous. Ah, super. Mm. Voilà, donc voilà, juste essayer de réfléchir par vous-même. Et voilà, ça n'empêchera pas, ça se trouve, Aptos de corriger drastiquement. Mais, et encore une fois, du Aptos, j'en ai pas. Jusqu'à maintenant, je l'ai pas tradé comme je l'ai expliqué. Mais voilà, il faut pas Mais on est deux à vendre la. surveiller. On est bien C'est quoi, il faut d'accord. pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué? C'est ça. C'est ça. Voilà. Alors, petit Là, message. c'est la peau du bout avant de l'avoir tué pour le coup. Aptos 10 PS, t'en penses quoi? 10 TPS. Alors, c'est simple. C'est pas la capacité maximum du réseau 10 TPS. C'est ce qui se passe en ce moment au lancement. En sachant que côté Solana, une grosse partie des TPS en lancement, par exemple, c'était des transactions de consensus, c'était pas des vrais. Donc tu peux simuler de la transaction pour dire oh regardez, je fais 1000 transactions par seconde. Si tu vas sur Block Explorer là tout de suite d'Avalanche, tu verras qu'il sera 2 transactions par seconde. Bah, je t'attends, vas-y, viens dans le chat et dis Avalanche c'est de la merde, il y a 2 transactions par seconde. Tu vois, c'est exactement la même logique. Il faut passer outre. Ça ne reflète pas la capacité du réseau. Il a fait 1000 en pointe, Aptos. Je sais pas, j'avoue que j'ai pas suivi ça. Il y a eu un pic à 500 TPS sur des mines de NFT. Ah. Ah bon, ouais, j'ai vu qu'il y avait eu des NFT qui étaient sortis sur Aptos. J'ai vu qu'il y avait Crypto Ruskov qui en avait parlé. C'est possible. J'avoue que too soon pour moi. Mm. Mais enfin, investir en bear market, genre sur des NFT d'un Layer 1 qui vient de sortir et qui a peu d'utilisation encore, c'est Bah, ballsy, c'est mais le- c'est c'est là où le il y a play. de l'argent C'est à le play. faire. Voilà, il faut savoir ce que vous faites. C'est dire j'achète les premiers NFT de Aptos parce que je pense que Aptos, ça va. Ouais. C'est un point de vue. C'est risqué, mais c'est un play qui se fait. En tout cas, il faut juste avoir conscience des risques et à partir de là, y aller avec ces risques en tête. Et voilà. Yo, Pétio, ça va quoi? Bah écoute, je pense qu'on peut y aller, non? Reprendre la thé. Ouais, on peut reprendre la thé. Donc pour parler un petit peu analyse technique, trading et de ce qui s'est passé ces derniers jours, j'aimerais commencer tout d'abord avec eh bien, les marchés traditionnels. Donc je vais commencer directement par le dollar index. Donc qu'est-ce qu'on a vu du côté du dollar index? Donc comme vous savez, le dollar index, ça représente ici la force du dollar par rapport au reste du monde, notamment par rapport à d'autres monnaies. Et on voit que on est toujours dans cette parabole, donc on a toujours un dollar qui est très fort. Juste ce qu'il faut comprendre, c'est que je vous parle pas du dollar index bêtement et méchamment, c'est parce que historiquement, quand le dollar index en tout cas récemment, monte, bien les actifs à risque se pètent la gueule, y compris les indices et les actions
sur les marchés traditionnels. Et lorsque eh bien, le dollar index baisse, eh bien, justement, on a les assets à risque qui reprennent un petit peu de souffle et reprennent tout simplement de la force et ont tendance à peut-être retracer un petit peu toute la baisse qu'on a eue récemment. Donc pour le coup, on est toujours dans cette parabole. Donc qu'est-ce que ça montre? C'est qu'on est toujours dans une tendance haussière sur le dollar index. Pour moi, on est toujours dans cette zone de bataille entre les 114, 114.5 et les 110, 111. C'est un range bête et méchant. Pour le coup, d'autres peuvent peut-être le voir sous forme de compression. Moi, j'irai pas me prononcer trop rapidement sur le dollar index parce qu'il y a plein de gens qui disent bah écoutez, on a eu le top, c'est terminé, les assets à risque vont reprendre de la force, etc. Alors évidemment, c'est ce qu'on a envie d'entendre parce que nous, on a des crypto-monnaies, donc forcément, c'est des actifs qui sont assez corrélés à, par exemple, les actions américaines et surtout le S&P, qui derrière bénéficient, par exemple, de la chute du dollar index régulièrement. Mais pour le coup, on n'a toujours pas cassé le support ici. Et donc, pour moi, tant qu'on casse pas un support, il n'y a pas de quoi être extrêmement baissier. C'est-à-dire que si on est hyper baissier ici, alors qu'on n'a toujours pas cassé de support dans une tendance haussière, c'est signe que on est peut-être baissier un peu plus tôt que les autres. Et donc, dans ces cas-là, faut peut-être prendre en compte que on peut pas être aussi, on peut pas prendre des trades d'aussi grosse position que, par exemple, si on avait cassé le support. Donc, pour l'instant, on n'a pas de confirmation, on est toujours dans cette compression, on est toujours dans cette bataille. Pour moi, si on commence à péter au-dessus des 114.5, on aura du coup les assets à risque qui vont reprendre une claque. À ce moment-là, il faudra vraiment prier pour que les marchés, notamment le S&P, CAC 40, etc., tiennent, parce que ça montrera que le dollar est encore super fort et que c'est encore assez attractif de rester dans le dollar pour pas mal de raisons. Par contre, si on commence à casser les 110 $, là, on peut s'attendre à ce que cette zone ici ait été la formation d'un top temporaire et qu'à ce moment-là, on puisse avoir, je sais pas, les marchés qui respirent au moins pendant quelques semaines ou quelques mois. Ça n'empêchera pas que, je sais pas, tôt ou tard, on aura bien une structure de retournement qui fait que on puisse poursuivre la hausse qu'on avait amorcée de base. Mais voilà, en tout cas, si on était amené à casser les 110, 111, je pense que ça pourrait faire respirer les assets à risque. Donc dans tous les cas, bilan de tout ça, on sent toujours dans cette zone de bataille, on n'a pas de conclusion, on ne peut pas en tirer quelque chose de très important. Par contre, là où ça devient très intéressant, et voilà, il y a pas mal de gens qui commencent à en parler sur Twitter, mais c'est encore léger, c'est que on arrive justement dans les scénarios dont je vous parlais sur le S&P. Donc moi, qu'est-ce que je vous avais dit sur un de mes derniers streams, je crois, j'avais fait une analyse complète que j'avais mis sur Notion, etc. J'en ai même parlé dans la dernière masterclass. En gros, moi, ce que j'attendais, c'est que, on arrive, pour la première fois, à faire un creux plus haut que le précédent et surtout faire un sommet plus haut que le précédent. Et donc, qu'est-ce que je voulais voir? Si vous regardez le dernier live, donc le dernier dimanche, j'ai regardé d'ailleurs pour bien check, ce que je disais, c'est que moi, je voulais absolument voir cette zone bleue tenir, ce niveau tenir ici, et réussir à faire des clôtures au-dessus de ce sommet-là. Et pour le coup, ça n'a pas manqué, c'est-à-dire qu'on a tenu ce niveau-là, et on a fait un nouveau sommet ici. Donc pour moi, le biais sur les marchés traditionnels, alors on est le week-end, donc il va falloir voir comment ça ouvre justement lundi, mais pour moi, le biais sur les marchés, sur le S&P et sur les assets à risque, notamment dans les marchés traditionnels, il est assez positif, voire assez bull, dans le sens où, évidemment, on est toujours dans cette tendance baissière weekly, où on fait toujours des sommets de plus en plus bas, et des creux de plus en plus bas, ok, donc ça ne change rien. Mais ce qu'on peut noter, c'est que la baisse, là, pour le coup, elle est en train de ralentir, c'est-à-dire que, certes, on a fait des creux plus bas que les précédents ici, mais en faisant ces creux-là, on a direct reclaim le support, c'est-à-dire qu'on n'a pas enchaîné avec une méga leg qui continue aussi fortement qu'on l'a vu par le passé. Là, pour le coup, justement, on a été chercher cette liquidité sous le creux qu'on avait, sous le bottom qu'on avait imposé ici, qu'on avait créé ici. Et là, maintenant, on se resserre de cette zone ici de support qui avait cassé comme support. On le voit récemment en 4 heures, on sert à nouveau de cette zone en tant que support. Donc, personnellement, tant qu'on tient cette zone ici des 3650 et qu'on continue à faire des sommets de plus en plus haut, pour moi, le biais est positif sur le S&P. Et donc, s'il est positif sur le S&P, ça nous met dans de bonnes dispositions pour être assez, je dirais,
positif ou bullish sur les cryptos. Donc moi, je vous avais dit que voilà, Mm. pour avoir un biais positif, il fallait qu'on fasse ces clôtures-là. On les a faites. Je vais vous montrer sur le BTC, on ne l'a pas encore. Sur le Ethereum, c'est un peu plus encourageant. Et donc, qu'est-ce qui va nous intéresser sur eh bien, le S&P? Bah, pour moi, tant qu'on tient cette zone rouge ici, la zone logique de résistance sur laquelle je m'attends à ce qu'on retrouve eh bien, de la force vendeuse, si on est toujours dans ce contexte baissier, c'est cette zone ici autour des 3950, voire les 4000 dollars, parce que justement, ça a été une zone sur laquelle on a établi de la résistance par le passé. On le voit notamment ici plusieurs fois de la résistance, ici retest en tant que support. De même, ici, lorsqu'on a dump, ça a été la zone qui a été retestée avant d'amorcer la baisse. On sait aussi la zone idéale pour shorter du côté de vendeur parce que c'est 61-68% de retracement de toute la baisse qu'on a ici. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que effectivement, mon biais est haussier et on peut retourner dans cette zone-là sans pour autant changer la tendance de fond. C'est-à-dire qu'on pourrait très bien pousser jusqu'ici et derrière poursuivre la baisse, etc. Donc voilà, c'est pas parce que le marché respire que la tendance de fond a changé, mais en tout cas des choses assez encourageantes sur les marchés tradis, et franchement ça fait plaisir à voir après toutes ces semaines et ces mois de douleur. On n'en est pas sauvé, mais voilà, c'est quand même quelque chose d'assez positif par rapport à ce qu'on a l'habitude de dire sur les streams du dimanche. Où est-ce qu'on en est sur le BTC? Sur le BTC, on est toujours en bas de range pour le coup, toujours entre les 18 700 et les 20 000 dollars. Moi, je vous avais dit que justement, j'attendais qu'on arrive à faire des creux de plus en plus haut et des sommets de plus en plus haut, et donc on fasse des clôtures au-dessus des derniers sommets sur la S&P, on l'a fait. Mais pour le coup, l'équivalent pour moi qu'on devait voir pour devenir haussier sur le BTC, c'était des clôtures au-dessus des 20 200 dollars justement ici. Et on l'a pas eu, donc ça veut dire que vraiment on a un BTC qui est faible. On a les marchés traditionnels qui reprennent de la force et on a tout simplement les cryptos qui n'arrivent pas à suivre, qui n'arrivent pas à keep up, en tout cas du moins BTC. Donc si on devait situer à peu près BTC au même endroit que le S&P, s'il avait un peu suivi ce qui se passait, il serait ici. Donc pour le coup, on a un BTC qui est encore faible. Moi, je suis prêt à changer mon biais en biais bullish en daily, si jamais on fait des clôtures au-dessus des 20 200 et qu'on tient ces clôtures-là, pour derrière pousser plus haut. Mais tant que c'est pas le cas, franchement, je trouve que le BTC est vraiment faible dans le sens où on avait tout pour pump, on a les marchés tradis qui respirent. Et là, pour l'instant, le BTC ne montre rien. Donc, bon, ça se trouve, ça va changer. Ça se trouve, BTC va reprendre des forces et nous montrer des choses positives. Mais voilà, on avait une belle fenêtre pour pousser plus haut côté acheteur et pour le coup, ça n'a pas été encore fait. Donc voilà, côté liquidité, qu'est-ce qu'on voit? Je ne sais pas si vous voyez bien sur mon écran, mais toutes les petits tirets, c'est justement des sommets et des creux qu'on n'a pas été revisités. Donc potentiellement des endroits où les gens posent leur stop et donc des liquidités à chasser. Et on voit qu'on accumule beaucoup de liquidités plus haut. Donc ça ne m'étonnerait pas qu'on pousse plus haut tôt ou tard si les marchés tradis continuent à respirer et à pousser plus haut. En tout cas, voilà, pour moi, on a les arguments pour pousser plus haut. Et vu la faible volatilité qu'on voit sur les marchés crypto, notamment sur BTC, je m'attends à une énorme bougie personnellement. Moi, je m'attends à une bougie de genre 3 à 5 000 dollars minimum. Et donc, genre historiquement... pour moi, la prochaine résistance majeure, elle est ici, puisque ici, on a notre haut de range, bas de range, et c'est d'ailleurs le milieu de range. Ici, c'était un endroit où on a trouvé de la résistance, et un endroit qu'on n'a pas forcément retesté après cette chute violente. Donc, j'aurais tendance à dire que c'est notre première zone d'intérêt si jamais on push, mais vu la faible volatilité qu'on a eue, si je devais vraiment chercher des zones avec de l'intérêt, ce serait probablement plus en haut. Notamment autour des 23 000, 23 500 dollars. Et voilà, on pourrait très bien retourner dans cette zone ici, reverse, et ne pas changer le contexte. C'est-à-dire qu'on peut très bien pousser jusqu'à 23 500, 24 000 dollars, mais être toujours dans un marché baissier qui derrière fait que corriger, et qu'on est toujours dans une compression entre les 25 000 dollars et les 19 000 ou 18 500 dollars. Donc voilà, pourquoi il ne faut pas se précipiter, c'est que même si on pump, ça ne change pas les conditions et la structure de marché qu'on voit notamment en weekly. Par contre, en daily, oui, si on clôture au-dessus d'ici, je suis prêt à être bull. Donc, c'est pour ça que voilà, les biais ne sont pas forcément les mêmes en fonction des time frames. Évidemment, quand ils ne sont pas les mêmes, on n'a pas envie de prendre un maximum de risques. Mais voilà, il faut prendre ça en compte. En tout cas, c'est ce que je fais de mon côté.
Sur Ethereum, on a quelque chose de très très clean. On avait ce range sur lequel on a trouvé notre bottom, sur lequel on a formé notre bottom. Maintenant, on est dans la zone idéale pour bien faire un creux plus haut que le dernier bottom, donc un higher low, un creux plus haut que le dernier creux qu'on a eu ici. Et donc, si on était dans une dynamique haussière, eh bien, on fait un creux, un sommet, un creux plus haut que le précédent et un sommet plus haut que le précédent. C'est ce qu'on veut voir du côté des acheteurs. Donc, on n'y est pas encore, mais je trouve ça assez encourageant ce qu'on voit sur Ethereum, puisque on est de nouveau en haut de range, là où sur BTC, on n'y est pas du tout. Et surtout, on a plein de stops, encore une fois, qui s'accumulent et des zones assez intéressantes à retester. En vrai, vu la latéralisation qu'on voit, personnellement, ce qui m'intéresserait, c'est les 1540, 1560. C'est-à-dire que pour moi, si on commence à avoir des clôtures et des retests de cette zone en tant que support, eh bien, je viserais probablement cette zone ici, à condition qu'on ne reclôture pas dans le range. Je vous ai partagé des idées de trade et des scénarios de trade directement sur Twitter et sur mon Discord, donc n'hésitez pas à checker. Mais voilà, pour faire un petit point, soit on push, on sert de cette zone en tant que support, et à ce moment-là, j'aimerais viser bien plus haut. Par contre, si on arrive ici, qu'on reteste cette zone et que on n'arrive pas à l'utiliser comme support, bien le retest de cette zone, pour moi, ce sera un retest potentiellement à shorter pour derrière viser le bad range. Et pour le coup, si à partir de maintenant, pour une raison XY, on dump, un scénario bear, c'est si jamais on a une structure ici qui nous permet de viser de la continuation. Donc, je sais pas, une compression, un truc qui fait que on n'arrive vraiment pas à repousser au-dessus des derniers sommets et à reclaim au-dessus des 1260. Donc ça, pour viser bien plus bas, parce que derrière, si cette zone casse ici, on n'a rien jusqu'aux $1000. Donc ce qui fait que on a potentiellement une belle volatilité à accrocher. Et un autre scénario, c'est si jamais on dump sous cette zone ici et qu'on arrive à la reclaim. Je pense que si on reclaim cette zone comme support, après être passé dessous, je pense qu'on ira probablement chercher à nouveau cette zone ici, ce qui fait que en fait on va avoir des belles amplitudes à jouer, et donc plus la latéralisation est longue, plus on va arriver tout simplement dans une phase tendancielle qui va être amorcée et qui va être assez explosive selon moi. Donc ça c'est pour BTC Ethereum. Qu'est-ce qui m'intéresse en ce moment? On a le BGB qui est le token de BitGet qui a fait un nouvel ATH. Donc voilà, j'en parle pas nécessairement parce que c'est mes partenaires de trading, mais surtout parce qu'aujourd'hui, des cryptos qui font un nouvel ATH, on n'a pas 10 000. Donc le BGB que je trouve assez fort. Si je te coupe juste sur ça, excuse-moi Léo, est-ce que tu penses que c'est lié aussi avec leur petit partenariat avec Messi qu'ils ont fait récemment qui aurait pu propulser la hype? Pour moi, non. Enfin, ça peut jouer un rôle, mais voilà, quelqu'un qui voit qu'il y a un partenariat avec Messi, il y a de bonnes chances qu'il soit même pas dans les cryptos et même pas inscrit sur BitGet, donc la probabilité qu'il aille sur BitGet pour acheter ce token-là, elle est pas super élevée. Moi, je pense surtout que, en fait, c'est un token sur lequel on peut même pas trader sur les produits dérivés. Que je pense qu'ils vont faire en sorte que... Enfin, l'exchange est déjà de plus en plus utilisé, donc forcément, ça te permet de réduire tes frais. Et je pense qu'ils vont faire un peu comme KuCoin, c'est-à-dire qu'ils vont faire en sorte de pumper leur coin au maximum avec des burns, avec des réductions de fees sur une plateforme qui est de plus en plus utilisée, etc. Et puis même d'un point de vue price action, ça fait un bon moment que je le regarde, et tous les dips sont rachetés, on casse les résistances et on casse pas les supports, donc c'est la suite logique des choses, et... tant que cette zone ici tient en tant que support, je m'attends à ce qu'on aille bien plus haut. Ça, c'est pour BGB. Matic, moi, je le trouve toujours aussi fort. On a derrière bien retesté le bad range ici en vert en tant que support après avoir vu cette grosse mèche. Moi, personnellement, je vise toujours plus haut. Je vise toujours les 97 centimes, les 1 $. Je pense que c'est une cible logique pour Matic. Ici, on a une résistance. On la flippe comme support. À nouveau, une petite résistance. On la flippe comme support. On fait des creux de plus en plus haut, des sommets de plus en plus haut. Matic qui surperforme tout le marché, parce qu'en gros, si tu regardes Matic contre Ethereum, on a fait un ATH en termes de ratio de market cap. Il y a très peu de cryptos qui arrivent à surperformer Matic, et Matic surperforme la majorité du marché. Donc voilà, moi Matic, je suis vraiment boule dessus. Par rapport à ce que je vois maintenant, évidemment, ça se trouve, pour des raisons XY, il va y avoir un événement fondamental qui va ruiner le truc et qui va faire que ça va aller à zéro, j'en sais rien. Mais en tout cas, graphiquement, ce que je vois depuis les dernières semaines, c'est très très boule parce que c'est un des actifs les plus rachetés sur le marché et qui bénéficie le plus des hausses, en fait.
Je vous rappelle qu'on est à quasiment x3 du bottom. BTC est à x1 du bottom. C'est-à-dire qu'il n'a pas réussi à... Enfin bref. Donc voilà, Matic, je trouve très fort. Je vous en ai parlé sur Twitter, pour ceux qui ont suivi. Optimism OP, qui est de nouveau proche d'une zone assez intéressante du côté des acheteurs. Je vous montrais ici qu'on avait un range qui nous a amené à une phase de hausse assez verticale. Et maintenant qu'on a retracé toute cette hausse, on est dans la zone idéale pour faire un creux plus haut que ici. Et donc, poursuivre cette tendance haussière de fond. Donc cette tendance haussière weekly. Donc voilà, personnellement, si jamais on reteste cette zone ici et qu'on voit une structure, pourquoi pas me placer pour viser derrière au moins, je sais pas, les 1$, 1,5$, c'est la première target, et puis derrière les 1,25$, 1,30$, c'est notamment ce que je mentionnais sur Twitter. Mais voilà, personne n'en parle, on reteste des niveaux qui sont assez clés, j'en avais reparlé justement ici. On commence à avoir une réaction donc assez positive. Encore faut-il qu'on ait une belle structure en daily pour pouvoir rentrer ou en retest de la zone intéressante, mais voilà. Et dans les autres actifs qui sont forts que je me suis noté, on a le Ape, que je trouve très prometteur. Pourquoi le Ape je vous bassine avec, mais c'est tout simplement parce que le 31, il y a le staking, et que on a été chassé tous les stops sous un support. C'est-à-dire qu'on avait ce support ici des 4,16$. On avait pas mal justement de gens qui plaçaient leur stop ici. En tout cas, on a pas mal de gens qui accumulaient des invalidations ou des ordres ici. Et au final, on a été chassé en dessous. On a reclaim cette zone. Donc, malgré le fait qu'on a été en dessous, on a réutilisé cette zone comme support par la suite. En tout cas, on est repassé au-dessus. Et maintenant, on a une belle latéralisation sous forme de range qui a été cassée par le haut. Et donc maintenant, tant qu'on tient cette zone ici, des 4,5$, 4,55$, pour moi, c'est up only. Par contre, si on commence à reclôturer en dessous, là, on pourrait s'inquiéter et on pourrait retracer un peu plus bas. Mais c'est pas ce que je veux voir en fait sur le Ape. Pour moi, on est à 7 jours du staking. Il y a de bonnes chances qu'on trouve un top avant la news, je pense 2-3 jours avant. Donc moi, je m'attends à ce qu'on ait un peu un move up only jusqu'à 2-3 jours avant la news pour derrière faire un sell the news ou quelque chose comme ça. Peut-être ça se trouve qu'on est déjà dans le scénario sell the news et que ça va se ramasser avant la news, donc peut-être une semaine avant. Mais moi, je pense qu'il y a pas mal d'upside et ça se montre. On avait cette zone de support ici qui était une résistance qu'on a flip ici en support, qu'on utilise en support. À nouveau, on a un range qui est ici défini. On a une résistance qu'on casse. Donc voilà, maintenant il va falloir tenir cette zone ici, très important, pour pouvoir poursuivre la hausse. Mais en tout cas, c'est plutôt positif ce qu'on voit jusqu'à maintenant. Et personnellement, si cette zone dont je parle des 4,5, 4,55$ tient, j'ai bon espoir qu'on push jusqu'à 5$. Ça me paraît être une zone assez intéressante d'un point de vue daily, d'un point de vue des EMA, d'un point de vue de plein de choses. Donc cette zone ici notamment. Donc peut-être un push final de ce style-là avant de sell la news. Mais en tout cas, voilà, c'est ce que je surveille. On a CRV aussi qui est très intéressant. CRV qui est très très intéressant, qui a un support ici qu'on a utilisé longuement, qu'on a éreinté, qu'on a utilisé comme résistance ici, qu'on a réutilisé comme support. Et donc maintenant, il faut absolument qu'on tienne ce support-là et qu'on pousse plus haut. Autrement, si on repasse en dessous, c'est tous aux abris. Mais par contre, si ça tient, je pense qu'on peut être amené à pousser beaucoup plus haut et chasser notamment tous les stops qui s'accumulent ici. Donc voilà. Voilà, j'espère que j'ai pas été trop fatigant, mesdames et messieurs. J'espère que vous avez kiffé. C'était nickel, ça s'est bien enchaîné, moi je trouve, perso. Top. Et machallah, je parle beaucoup, mais j'espère que ça vous donne une bonne vision sur le marché. Et si vous voulez qu'on parle de certaines cryptos, n'hésitez pas. Franchement, je vois plein de choses. Parle-nous du Doge. Parle-nous du Doge. J'ai vu un message, le Doge est à plat, personne n'en parle. J'ai bien aimé que tu regardes le Doge vite fait. Doge, il est pas encore. Enfin, il pourrait pump, mais il montre rien pour l'instant. Il est juste à plat. Genre, comme plein de cryptos. Après, comparé à d'autres cryptos, on n'a pas été rechassé sous son bottom de juin. Donc, c'est plutôt positif, mais pas grand-chose à dire. Si ce n'est que, voilà, on est aussi dans cette... on est aussi sous cette trendline en log qui est assez bien définie, qui a plein de points de contact. Peut-être d'autres le verront sous forme d'un canal, je sais pas. Un truc comme ça, bon, c'est vite fait un canal. Hein. Mais voilà, en tout cas, belle latérisation.
Et je pense qu'un jour ou l'autre, il va péter. Et c'est pour ça que moi, je fais du DCA dessus. C'est-à-dire que j'essaie même pas de chercher un pattern ou quoi sur le Doge. Pour le coup, j'en achète juste un tout petit peu tous les jours. Mais vraiment un tout petit peu, genre vraiment pas grand-chose. Et le jour où il pètera, si un jour il pète et si un jour il refait un nouvel ATH parce que Elon a décidé de faire des conneries avec Twitter ou avec Tesla ou de le mettre sur Jupiter, j'en sais rien, bah je serai in. Pour moi, c'est le genre de coin où voilà, genre tu poses une petite pièce quand il est à l'horizontale et s'il pump, il pump, autrement, tu touches pas. Et c'est sûrement pas le moment où c'est vertical qu'il faut y toucher. Donc c'est pour ça que moi, je l'appréhende de cette manière-là. J'ai 2 questions pour toi. La première, c'est quand tu dis un tout petit peu, une petite pièce à l'échelle de ton capital, Doge, ça dépassera jamais combien de pourcents? Je pense pas que ça dépassera 1 ou 2% de mon capital, quoi. Ok, donc ça c'est la première question. La deuxième, c'est dans le Parce chat. qu'en gros, moi, je joue un nouvel ATH ou un x10. Donc si je fais x10 sur 1 ou 2% de capital, je suis très très heureux, quoi. Ouais, c'est sûr, ça fait du 1 pour 10. La Bitcoin dominance, c'est vrai que ça fait un petit moment qu'on n'a pas regardé la BTCD. Est-ce qu'on pourrait pas regarder ça 2 secondes? Ouais, il y a Bedblock qui est revenu dans ton chat, si tu peux le ban, c'est cool. Ouais. Dans mon chat, Je crois. Hop, c'est fait. Merci. Ah, ok, il est revenu dans mon chat avec un autre nom. Bah, je vais te reban, mon ref. T'inquiète, perds ton temps. C'est fait. Voilà, nickel. La dominance, bah écoute, ça stagne pas mal. On est toujours autour des 42%. En vrai, la dominance, c'est à peu près Ethereum contre BTC en inversé. Et sur Ethereum contre BTC en inversé, je trouve ça assez intéressant parce qu'on est au milieu du range, tu vois. On est vraiment au milieu du range et on est en train de montrer des choses assez sympathiques. C'est-à-dire qu'on a, on a sommet de plus en plus bas, sommet de plus en plus bas, sommet de plus en plus bas, plus bas, plus bas, plus bas, creux de plus en plus bas, creux de plus en plus bas. On fait toujours des creux de plus en plus bas et des sommets de plus en plus bas. On n'arrive jamais à faire des sommets plus hauts que les précédents. Et là, pour le coup, on a été chercher sous ce support qu'on avait établi ici. On l'a réutilisé comme support, donc après l'avoir reclaim, après avoir passé dessus, on l'a retesté positivement. Et derrière, on a réussi à faire des sommets plus hauts que les précédents. Donc on a tout simplement inversé la tendance. Et donc maintenant qu'on a vu cette inversion de tendance, bah, j'ai envie de voir ce mouvement de hausse se poursuivre, tout simplement vu qu'on est en milieu de range. Par contre, si on commence à repasser en dessous, là, ça fait chier. Et donc là, je m'attendrais à ce que Ethereum sous-performe BTC. Mais tant qu'on maintient ce support des 0.067, je pense que... Équipe, exactement. Je pense qu'il y a de bonnes chances qu'on pousse plus haut, au moins ici, voire ici. Et donc ça donnerait pas mal d'upside pour Ethereum. Et moi, Ethereum, je trouve vraiment beaucoup plus beau que BTC. Et sincèrement, quand je vois ça, j'ai envie d'all-in, quoi. Bon, on est sous résistance, voilà, c'est pas le moment d'acheter. Mais dès qu'on va casser la résistance, si j'ai l'occasion d'acheter la retest, je le ferai, hein, parce que voilà, on est sur une latéralisation d'un mois, après avoir chassé tous les stops des acheteurs en dessous. On a tout le monde qui est hyper bear sur le marché. On a les marchés tradis qui commencent à reprendre qui commencent à respirer et à rebondir. Donc moi, ça me dirait bien de l'acheter pour viser un retracement. Et c'est pas parce que voilà que je suis bull ici que je suis bull ad vitam aeternam. Je suis bull pour je vise un retracement de la baisse qu'on a eu, mais on peut très bien faire une structure de retournement ici. C'est probablement ce qu'on fera d'ailleurs pour derrière poursuivre la baisse et continuer une compression. Tu vois, qui peut ressembler à ça. Et puis derrière on retrace. Tu vois, genre sur un truc comme ça, et puis tôt ou tard, tu prends une direction. Et après, on t'attaque 2023 et ça démarre. Voilà. Ça me paraît pas mal comme scénario, j'aime bien. Il y a quelqu'un qui me parlait de Casper. Casper, ouais, je l'ai check, j'en ai même reparlé sur mon Discord. Voilà, tout le monde s'y intéressait quand il était vertical. Par contre, quand il est venu retester son support, cette résistance qu'il devait utiliser comme support, il n'y avait plus personne. Personnellement, on n'avait pas été assez retester cette zone ici et il n'est pas disponible sur les produits dérivés, donc j'ai pas été le long.
Mais si je regarde sur mon Discord, j'en ai parlé pile à ce moment-là, exactement à ce moment-là, j'en ai parlé sur mon Discord. Et donc c'est pour ça que c'est important de mettre des alertes à l'avance, c'est-à-dire voilà, il y a un prix qui vous intéresse, je sais pas, le Casper il m'intéresse s'il dépasse les 0.0554. Je mets mon alerte ici, boum, et si on passe ce prix-là, je recevrai une notification sur mon téléphone ou par mail ou quoi. Et donc c'est pour ça que voilà, on peut pas penser à tout. Et donc de ce fait-là, il faut mettre des alertes si jamais il y a des choses qui vous intéressent. Et donc un peu anticiper ce qui vous intéresserait en regardant un graphique, quoi. J'ai eu un message intéressant de Jaja auquel j'ai envie de répondre. Pensez-vous qu'il y a une possibilité qu'on n'ait plus jamais de bull run et que ça descende gentiment mais sûrement très très bas sur quasiment toutes les cryptos? Bah oui, ça peut. Moi, j'y crois zéro. Mais ça C'est peut. des cycles de marché en fait. Enfin, genre, c'est pas parce que t'as un bull run que genre, on va forcément faire un. Enfin, en fait, je sais pas si bull run ça veut dire un nouvel ATH, mais pour moi, on peut très bien faire des x4, x5, x6, x7 sur plein d'alt et de faire un x2 sur BTC ou sans faire un nouvel ATH. Et voilà, c'est un peu la nature des choses. Les marchés Non, mais tombent rarement en ligne droite, il y a des retracements. si tu lis bien son message, il dit bien quasiment toutes les cryptos, pas toutes. Donc ça laisse sous-entendre que Bitcoin reste en bonne santé, Ethereum sans doute, mais simplement que... Et ça, on aura l'occasion d'en parler ce soir, simplement de se dire que potentiellement, les trucs bulles d'aujourd'hui vont se faire cannibaliser par des technologies meilleures demain, et que vu que tout le monde se pense comme ça, et bah en fait, à part les valeurs sûres, bah, tout pourrait partir à zéro. Et c'est pour ça que moi, je pense que oui, ça peut arriver. Ça peut parfaitement arriver. Que les gens soient vraiment saoulés et s'en remettent à BTC et Ethereum si ça fondait pendant 3 ans ou 4 ans, par exemple. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, moi j'y crois pas, mais on verra. Il y a des gens qui me reparlent du TWT, ouais, du Trust Wallet Token, j'en avais parlé sur le précédent live. C'est une des charts les plus bulles que je vois sur le marché en ce moment. On parle d'une atterrissage d'un an et demi, voire quasiment 2 ans, sous une résistance sur laquelle on a eu 5-6 points de contact avec des creux ascendants. Donc moi, je surveille de très très près. Encore une fois, il faut qu'on dépasse cette résistance et qu'on s'en serve comme support pour pouvoir potentiellement trader ça. Autrement, on fait qu'acheter une sous-résistance et c'est vraiment pas l'endroit où on va mettre toutes les chances de notre côté. Donc voilà, le TWT fait toujours son chemin, surperforme toujours la plupart du marché, mais c'est pas pour autant qu'il faut se jeter et l'acheter. Et voilà, ça c'est la charte du TWT contre Bitcoin. Je sais pas si tu te rends compte de la dinguerie, hein. Ouais, C'est ça pousse. Hein. Donc, Ça pousse de fou. donc voilà. Top. Et bah écoute, est-ce qu'on n'attaquerait pas par un petit peu de fonda, d'actu, ou est-ce qu'il y a un dernier point ou deux sur lesquels tu voudrais Putain, le appuyer? marché, il me fait plaisir, sérieusement. Je te jure. Bon, on verra, hein. Mais en tout cas, voilà, Apecoin, je voulais le voir tenir les 4,5, 4,55 et on se resserre de cette zone comme support pour derrière pousser plus haut. Encore une fois, faut pas qu'on revienne tester ce niveau-là parce que si on revient 2 fois tester ce support-là, bah, pour moi, ce serait pas très positif. Mais franchement, ça fait plaisir. Ça Est-ce fait que très, tu te très plaisir. souviens, Léo, des dimanches où on live, et pendant qu'on live, soit ça faisait des grosses bougies rouges, mais des grosses bougies vertes, mais pendant le bull run, des grosses C'est des bougies vertes, choses. et les gens, ils étaient comme des fous. C'était bien cette époque, hein. Ça fait C'était bien. plaisir. Ah, il y a Bon, Compte, j'ai oublié d'en parler et Ouais, parle-en. je l'ai pas suivi. Je crois que j'ai dit ici, est-ce que c'est le moment où on va à zéro? Ouais. Un truc comme ça, des gens l'ont mal pris. Évidemment, c'est un tweet pour faire le mec. Même si, évidemment, quand tu as une phase parabolique et que apparemment il y a un fonda pas fou, c'est le moment de faire attention. Mais voilà, on arrive sur une zone qui était assez importante ici en tant que résistance, qui a été retestée comme support, qui a été une zone assez importante de support avant qu'on amène une grosse baisse, donc c'est vraiment un niveau clé. Pour l'instant, on a l'air de le tenir en tant que support, donc jusqu'à preuve du contraire, cette zone est un support. En tout cas, on est en train de la flip, on a des réactions, donc c'est assez positif. Par contre, si on commence à repasser dessous et utiliser cette zone comme une résistance, je pense qu'on va nuke et aller bien plus bas. Si on va bien plus bas, ça ne change rien au fait que on a une tendance haussière de fond, tu vois. Ici, on a fait un double bottom assez clean.
On fait toujours des creux de plus en plus haut. Voilà. Si jamais cette zone ne servait pas de support, je pense qu'il y a de bonnes chances qu'on aille retester cette zone ici. En tout cas, c'est ce qui ferait sens de mon côté. Et si jamais cette zone sert de support, en plus d'être probablement les 38% de retracement, exactement, ça nous montre que c'est une tendance qui est assez forte, et à ce moment-là, je viserais de nouveaux sommets, quoi. Donc, tant qu'on tient cette zone des 38% et les 171$, 172$, je vise de nouveaux sommets, même si la charte est pas folle. Par contre, si on commence à glisser en dessous de servir de cette zone comme résistance, j'irai viser plus bas, et viser plus bas pour moi, c'est probablement les 130, voire les 120$. Ouais. Top. On est à quasi 500 viewers en cumulé. Merci beaucoup tout le monde. Et merci si vous voulez partager le live, franchement, n'hésitez pas. Voilà. QNT, moi, hors technique, fondamentalement, je sais pas tout, mais ça me plaît pas. Ça me plaît pas parce que quand j'ai entendu parler du projet, il y a un bon moment déjà, hein, c'était en 2018, je crois. Ça devait être les kings de l'interopérabilité. Ils étaient un peu sur la même plate-bande que Polkadot, Cosmos et compagnie. Il n'y avait pas de jetons à l'époque. Et au final, le truc a vachement évolué pour une solution plutôt pour les entreprises, en fait. On est loin de la vision type Cosmos ou Polkadot, beaucoup plus communautaire. On est sur un produit pour aider les entreprises à se plugger à de multiples blockchains. Et ça, il en faut, mais ça me fait pas bander plus que ça. C'est pas... Enfin, j'ai l'impression qu'il y a 10 000 projets qui font ça, en fait. Bah ouais, et puis potentiellement, ça se fait sans token. Tu vois ce que je veux dire? Après, il y a plein de choses qui se font sans token, mais... C'est vrai. Enfin, en fait, c'est toujours cette question-là. Et en vrai, c'est une question qui est intéressante. C'est pourquoi tous les projets font un token, alors que la plupart du temps, il n'y en a pas forcément besoin. En fait, je pense que c'est pour plusieurs raisons. Après, tu me compléteras, tu me diras ce que tu en penses. Je pense que la première chose, c'est que, en fait, ces projets-là, ils ont besoin de lever des fonds. Et donc, c'est un moyen pour eux de se financer et d'arriver à leurs objectifs. Donc, de recruter des personnes, de recruter des talents, démarcher des personnes sur un premier point. Le deuxième point, c'est que, en fait, je pense que les investisseurs, même institutionnels ou autres, ils aiment bien pas forcément prendre des parts equity, mais d'être un peu plus liquide avec des jetons qu'ils peuvent revendre facilement. Parce que revendre les parts d'une boîte, c'est un peu plus compliqué que revendre simplement des jetons. Ouais. Au-delà de ça, en vrai, lorsque tu as un jeton, tu génères beaucoup d'intérêt pour la communauté, et souvent les gens se fédèrent autour. Et au moins ça fait parler de toi. Alors que si tu n'avais pas de jeton, les gens ne peuvent même pas spéculer sur toi. Donc ils vont tout simplement se tourner vers des projets similaires qui permettent de spéculer dessus. Et enfin, finalement, si tu lèves pas des fonds, en fait, ou si tu lances pas ton token, les VC vont tout simplement vouloir mettre leur argent sur un projet concurrent, en fait. Alors voilà, même ça se trouve, même s'ils investissent chez toi, ils vont le mettre chez d'autres, ça n'empêche pas. Mais je pense que c'est les principaux arguments. Alors peut-être qu'il y en a d'autres, évidemment, j'ai pas tout en tête là, on réfléchit en live, mais voilà, je sais pas ce que tu en penses, toi, par exemple. Moi, j'ai exactement la même lecture des choses que toi. C'est que c'est critiquable dans un sens, mais d'un autre côté, c'est aussi ça le côté Web3, c'est qu'aujourd'hui, c'est la tokenisation de tout. Et faciliter le financement, la revente, etc. C'est aussi ça l'intérêt des jetons, et je te suis à 100%. C'est pour ça que j'y crois à mort à ce marché. Parce que je pense que ça doit se passer comme ça, mais parce que je suis pro-capitalisme aussi, dans la logique. Donc moi, forcément, voilà, c'est une position assumée. Peut-être avant de passer au fonda, est-ce qu'il y a peut-être des coins ou des choses que vous avez vues sur le marché qui vous ont interpellé ou vous avez trouvé sympa C'est le moment de chill vos coins là. Mais si possible, dites pourquoi. Dites pourquoi, sinon on vous lira pas. Voilà. Ouais. On met nos conditions. Pourquoi du coup. Putain, le injectif qui est toujours sympa. Par contre, pour le coup, on a cassé une résistance, on est repassé dessous, et là, on va potentiellement la retester. Donc vraiment faire attention à ce niveau-là, quoi. Sur injectif, ouais. Ouais, mais en tout cas, des belles structures en daily. Pire PIR, c'est toujours cool. On n'arrive pas à clôturer. On a 10 000 jetons gros dans le chat, mais c'est vraiment pas les mêmes, quoi. Alors, il y a Luxo, je crois que c'est un truc de NFT qui a annoncé une nouvelle tokenomique. T'as vu ça ou pas? Aptos, on va parler, permissionless les subnets. À la prochaine mise à jour, j'ai vu qu'il y a des news par rapport à ça.
Faut qu'on le Et, couvre chez nous, ça. et je sais pas si on l'a couvert. Je crois que je voulais qu'on le couvre et on l'a pas couvert au final. On l'a pas Je couvert. suis pas sûr. T'es sûr de sûr? Bah, en tout cas, là, tout de suite, non, c'est pas sur le site. Hein. Mais c'est important, effectivement. On fera un petit peu d'analyse technique pour vos coins, les gars, juste après, vous inquiétez pas. En fin de live, je pense, après le fonda, on va essayer de s'occuper de Vas-y, tout juste ça. j'ai une question pour vous. Quel est le coin sur lequel vous êtes le plus boule en ce moment? Vraiment. Dans le token dans lequel vous croyez vraiment le plus. Mais en Il y mode, a- vous devez mettre votre daronne. C'est-à-dire que vraiment, c'est. Genre, si c'est pas lui qui réussit, vous êtes foutu. Ah, mais c'est un Donc, un truc de coin dans ouf. lequel vous avez une Ils ont grosse pas les conviction. mêmes, hein. J'ai jamais vu la communauté aussi divisée. Oh. Il y a beaucoup Quelqu'un, il d'AAVE. doit Hein. mettre la daronne à l'abri, quoi. Il y a vraiment beaucoup d'AAVE, gros. Hein. Je suis choqué. Hein. Pour un jeton de gouvernance DeFi. Hein. Peut-être Mark Zeller qui fait la propagande sur la chaîne de Cryptomatrix, je sais pas. Hein. Non, mais après, c'est le jeu. Hein. C'est vrai que c'est un beau coin. Moi, je m'intéresse, j'en achète du AAV. Donc, je dis ça, mais c'est surtout parce que, en vrai, AAV, on AAV. en entend par son prisme à lui et Cryptomatrix aussi, tu vois, sur les réseaux. Mm. Parce que autrement, personne d'autre en parle en France quasiment. Même si c'est un énorme Non, protocole, mais quoi. c'est une position intéressante qu'ils ont parce qu'ils sont en mode on est sur le marché de la finance décentralisée, mais on veut avoir une position presque monopolistique de la DeFi en proposant un produit ultra complet. Tu vois. Tu vas parler de ce qu'a dit Sam ou pas cette semaine sur la DeFi et tout? Ouais, rapidement, très rapidement, en restant Ok. poli. Parce qu'on est en live et qu'on s'entend quand même bien avec FTX et que moi, FTX, je kiffe hein, le produit, hein, attention, mais le take de SBF, bah, un peu tendu, pour dire les choses poliment. Mais ouais, on a eu plein de jetons, hein, gros. Hein. Bon, beaucoup d'Ethereum, Bitcoin, forcément, Atom, Matic, beaucoup. Mm. Casper, beaucoup aussi, je l'ai vu beaucoup. Hein. Ouais. Qui Casper. chie Casper? À TikTok, C'est pas Crypto Future? il y a eu TikTok. Après, il y a eu une vidéo de Iril. Il y a eu peut-être quelques influx FR, ouais. 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 Et là, je crois qu'il va y avoir Casper 2.0. Mais ce que me disait Iril dans l'interview, c'est. Ah ouais? Ouais. Non mais sérieusement, moi, le token dont j'en peux plus, tu vois, alors vraiment, je veux plus en entendre parler. Et pourtant, c'est un bon token. Et pourtant, je kiffe ce qu'ils font. Hein. Mais sérieusement, c'est iOS. Hein. Les gars, faut arrêter de faire une fixette sur Ah iOS. ouais? C'est grave. Ouais. J'ai l'impression que vous êtes mariés avec le token. Genre en mode, c'est. Genre, j'insulte votre sœur, tout se passe bien, j'insulte l'iOS, je me fais casser la gueule. Vraiment, j'ai l'impression que ça me donne l'iOS. C'est qu'il y a des gens qui. Bon, évidemment, tout à apprendre au second degré. Voilà, je suppose que votre sœur est très gentille, mais voilà, vraiment iOS, j'ai l'impression que vraiment les gens ont fait une fixette dessus, c'est phénoménal. Donc, Eh ben écoutez, on va enchaîner sur la partie News Fonda, parce que je vois des messages dans le chat. Donc écoutez, pas mal de choses au programme. J'espère que vous êtes partis pour vos coins, les analyses altcoin de Léo. Vous inquiétez pas, en fin de live, on prendra le temps. Je vais enchaîner rapidement sur la partie News Fonda, comme ça on prendra le temps de regarder vos coins après. Donc c'est parti, je prends la main. Si tu as des messages intéressants à faire afficher, Léo, n'hésite pas. Tu me coupes la parole, tu mets les messages intéressants. Donc on va commencer avec Skip Protocol, mais avant ça, je vous avais déjà parlé de ce truc une fois en live, je vous le remets. Alors là, c'est de l'alpha, hein. C'est public, mais il faut bien chercher. C'est toutes les levées de fonds récentes dans le secteur des cryptos. Direct ou indirect. Je vous le mets dans le chat. Vous avez tout, avec des filtres à date. Qui lève des fonds, combien, avec quel investisseur, quel projet, dans quelle catégorie et description des projets. profitez-en parce que je crois qu'on n'a même pas le droit de le partager. Donc, Bah, en tout cas, en navigation privée, il est dispo, donc après, ils ont qu'à mettre des droits. Hein. En tout cas, voilà, servez-vous les potes. Et donc, cet outil est sympa parce que tu as certains fonds, au bout d'un moment, quand tu es beaucoup dans les cryptos, tu as des noms qui reviennent et voilà. Et en fait, je me suis amusé. Moi, j'ai tapé Celestia à la base. Celestia. Ensuite, je suis allé chercher leur levée de fonds récente qui est listée tout en bas où ils mettent même pas la date parce qu'on ne sait pas exactement à quelle date. On voit qu'ils se sont levés 55 millions. On a fait un article dessus. Ensuite, j'ai vu plusieurs articles
plusieurs investisseurs, dont Bain Capital. Donc là, je me suis dit, ok, tu cliques sur investisseur tout en haut, tu peux filtrer. Donc filter this field. J'ai fait, je crois que ça s'est passé comme ça. Hein. J'ai fait Bain Capital. Hop. J'ai regardé les projets, j'ai vu Skip Protocol et j'ai dit, putain, mais c'est la deuxième fois aujourd'hui que j'entends parler de ce truc, tu vois. Donc je suis allé sur le projet. Le site ressemble à rien. Ça m'a fait péter un plomb, mais tu regardes rapidement, puis tu vois que tu as le white paper. Et donc, qu'est-ce que j'ai fait? C'est un truc que je m'amuse à faire en ce moment. Quand j'ai un truc qui est vraiment intéressant à faire, au lieu de le mettre à plus tard, juste, je le balance dans mon Notion à moi, je mets un coup de DeepL et je traduis en français. Donc, j'ai fait une traduction rapide. Idéalement, on vous mettra ça sur Coin Academy. Mais voilà, qu'est-ce que c'est Skip Protocol? Ça va être un protocole sur Cosmos Network pour, on va dire, rendre la MIV plus démocratique. Alors, rappel de ce que c'est la MIV, c'est la Most Extractable Value. C'est pas un truc spécifique à Cosmos, c'est aussi sur Bitcoin, sur Ethereum. Le principe, c'est quoi? C'est que, et là, je vais vous faire un cours à la bien, donc j'espère que vous êtes prêts, les potes. Quand vous faites une transaction sur un système comme Bitcoin, Ethereum, Cosmos, beaucoup de blockchains, pas toutes, mais quasiment toutes, le chemin de la transaction est le suivant. Vous avez donc une transaction qui est émise, elle part dans un réseau avant d'être ajoutée à un bloc. Elle est dans un réseau, c'est ce qu'on appelle le mempool. Le mempool, c'est un peu la liste d'attente de toutes les transactions. Ensuite, tu as un validateur de blocs, soit un mineur, soit un validateur en proof of stake, qui va prendre plein de transactions et qui va les ranger dans le bloc. Et donc, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que tu as une zone de guerre qui est là, entre les validateurs et le pool de transactions. Et donc, en fait, cette zone de guerre, elle est intéressante parce que déjà, ceux qui émettent les transactions dans des réseaux très rapides type Solana, Cosmos, etc. Je ne dis pas Ethereum et Bitcoin parce que c'est plus lent, mais voilà, ça se fait aussi sur Ethereum et Bitcoin. Hein. En fait, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont identifier quels sont les plus gros validateurs, où est-ce qu'ils sont localisés, et soit ils vont louer des serveurs là-bas, soit ils vont poser des bureaux là-bas pour pouvoir faire des transactions à la milliseconde près pour pouvoir front-run tout le monde et avoir leurs transactions qui passent en premier. Ce qui fait que quand ils ont besoin de mint, quand ils ont besoin de faire du market making, chain, des trucs pour vraiment baiser le game et gagner de l'argent, ils le font et ça se bat à la milliseconde. Voilà, vulgairement. Et donc, il faut savoir que du côté des validateurs aussi, il peut y avoir une entente entre les personnes qui font des transactions et les validateurs pour justement prendre un avantage. C'est-à-dire que si ta transaction, elle est avant les autres dans le bloc, c'est toi le premier. Donc, c'est toi qui passes. Tu vois le délire? Donc, c'est une putain de zone de guerre. Et donc, les mieux équipés côté validateur et côté émetteur de transactions, ce sont ceux qui gagnent. Ce qui fait que tu as un avantage pour ceux qui savent faire et c'est pas cool pour les autres. Donc, la logique de Skip Protocol, dans le cas de Cosmos, c'est de faire un nouveau marché des frais de transaction qui passe au-dessus du marché, on va dire, officiel de chaque blockchain de l'écosystème Cosmos. Donc, pour citer les plus grosses, Terra Luna, Osmosis, Juno, etc. Et donc, en fait, l'idée, je vais vous mettre le petit schéma en face, c'est que avant que la transaction soit soumise à la blockchain, en fait, Skip Protocol fait un partenariat avec différents validateurs. Donc, les validateurs, on peut facilement les identifier. Quand tu fais Kepler Wallet, par exemple, qui est le wallet officiel de l'écosystème Cosmos, voilà, tu vas dans Chain, tu as toutes les chaînes, donc par exemple Osmosis, et ensuite tu peux voir tous les validateurs ici. Donc les noms, on les connaît. Ensuite, tu cherches les Twitter, les sites web, tu envoies des mails à tout le monde, et les validateurs, tu peux en faire tes amis, tu vois. C'est pas comme Bitcoin où il y en a vraiment de partout et c'est plus compliqué. Sur Cosmos, tu as une centaine de validateurs généralement, 100, 120, 150, mais guère plus. Donc tu peux un peu carteliser le truc. Mais là, le but, c'est de faire un cartel gentil où, en gros, tu as un système de transaction. Ouais, c'est ça. Où en fait, tu as des traders professionnels, donc market maker on-chain, etc., qui vont utiliser Skip Protocol et qui vont donc soumettre des transactions. Ils vont payer beaucoup plus cher. Au lieu de spammer la blockchain pour être le premier de plein de transactions, ils vont passer par Skip Protocol. Skip Protocol va filtrer les transactions plus chères et va les ordonner. C'est-à-dire que, c'est ce qu'on peut voir sur le côté droit, en fait, tu auras toujours les transactions des oracles qui seront en priorité absolue pour pas que tu puisses la mettre à l'envers à un oracle et foutre le bordel au niveau DeFi et compagnie, comme on l'a vu de nombreuses fois.
Ensuite, tu as la transaction priorisée par Skip Protocol et ensuite, tu as les transactions qui se passent au niveau de la blockchain. Le but étant de filtrer les transactions pour éviter toutes sortes de MIV, de spam sur le réseau, etc. Quel est l'intérêt final pour tout le monde? Déjà, les validateurs, ils vont faire plus d'argent comme ça. Parce que eux, en passant par ce mécanisme-là, ils prennent plus de fric. Ensuite, ce fric, il est repartagé aux stakers. Donc, en toute logique, en tout cas, c'est ce qui est dit dans le white paper, c'est de dire, nous, on ne fait pas notre truc de cartel, on se fait du fric et on baisse tout le monde. Non, c'est de faire en sorte que le système soit mieux pensé, avec un nouveau échelonnage de priorité des transactions, pour que tout le monde y gagne. Parce que sur les blockchains en proof of stake, et particulièrement sur Cosmos, quand tu achètes du jeton d'une blockchain et que tu le stakes, tu participes à la sécurité du réseau. Et ce qui te paye, c'est l'inflation du jeton, mais aussi les frais de transaction. Donc, c'est aussi bénéfique pour les gens qui stake le jeton. Et du coup, l'intérêt d'avoir cette sécurité anti-spam, c'est d'éviter que la blockchain, elle tombe comme c'est passé sur Solana. C'est bien sûr quelque chose qui n'existe pas sur Bitcoin jusqu'alors, parce que c'est pas comme ça que Bitcoin fonctionne. Voilà, on a des blocs qui sont petits avec un block time qui est lent, donc ça fonctionne pas comme ça. Mais sur des trucs à haute vitesse, un réseau peut être spammé comme Solana et il va tomber. Donc le but, c'est d'avoir quelque chose de mieux au niveau transactionnel pour les professionnels du transactionnel, pour les validateurs et donc pour les utilisateurs finaux qui vont pas se retrouver dans des situations où, vas-y, il y a un NFT qui sort, tout le monde spamme le réseau pour pouvoir mint en premier. Si le spam il est trop fort, la blockchain elle tombe. Si la blockchain elle tombe, tout le monde se moque. Si tout le monde se moque, le prix s'explose au sol. Et c'est super mauvais en fait. Donc voilà, la logique de Skip Protocol, c'est ça. J'espère avoir été assez clair par rapport à ça. Voilà, donc ça c'est la première chose. Ensuite, un autre document que j'ai lu, que j'ai trouvé intéressant, c'est au sujet des futures mises à jour de Solana. Alors, il faut savoir, on en a déjà parlé, Solana se vante de pouvoir gérer des dizaines de milliers de transactions par seconde. Pendant très longtemps, ils nous ont montré qu'ils avaient plusieurs milliers de transactions par seconde. Ensuite, on a appris que ces fameuses transactions par seconde par millier, c'était principalement des transactions liées au consensus de la blockchain, donc pour faire fonctionner le réseau. Et en fait, sur le block explorer Solana FM, qui n'est pas le block explorer officiel, il est fait par des membres de la communauté. Bonsoir Hardisk, j'ai pas lu tes messages, excuse-moi, je suis dans mon cours magistral, mais ça fait plaisir que tu sois là. Le vrai transactionnel de Solana en temps réel est de 300 transactions par seconde environ. Alors attention, ça ne veut pas dire qu'elle est capable de faire seulement 300 transactions par seconde. Ça veut dire que là, en temps réel, il y en a 300. Ce qui est énorme. Sur BTC, on est à 4. Sur Ethereum, on est à 10, 14. Sur Avalanche, on doit être à 2. Bref, sur Solana, c'est une porcherie. Pourquoi il y a autant de transactions ? Parce que il y a beaucoup de NFT, il y a plein de protocoles DeFi qui vont soumettre des transactions tout le temps. Le système est pensé pour ça, en fait. Voilà. Et donc, futur match de Solana pour améliorer la stabilité du réseau. Je tiens à m'excuser d'avance si en ce moment on fait beaucoup de fixettes sur Solana. Il y a le breakpoint qui arrive. Nous, on a un biais plutôt positif. Et du coup, en ce moment, je me renseigne beaucoup. Là, il y a la conférence Solana Breakpoint, comme je vous ai dit, qui arrive. Et si vous voulez vous amuser, même si vous n'y allez pas, vous allez sur le site, vous allez sur Agenda et Speaker. Vous verrez l'agenda. Donc, je pense qu'il y aura une rediffusion en ligne du programme. On n'a pas encore le calendrier précis de quel jour, quelle heure, mais il va arriver d'ici quelques jours. Et on peut voir tous les speakers. D'ailleurs, si vous avez des projets sur Solana qui vous tiennent à cœur, n'hésitez pas à nous le dire dans le chat. Comme ça, on pourra peut-être interviewer en fait simplement les gens de ce projet-là. Nous, on va avoir du coup une équipe sur place. Du coup, il va y avoir Capet, moi, Alex, donc 0x Leroux, et un réalisateur qui va nous suivre pour filmer des interviews, filmer tout ce qu'on veut. Donc voilà, n'hésitez pas à nous dire s'il y a des projets qui vous tiennent à cœur. Comme ça, on pourra directement discuter avec eux et les interviewer sur place. Exactement. Et donc, moi, je me suis amusé à regarder un petit peu tous les speakers sur des projets qui pouvaient plus ou moins m'intéresser. Donc, je ne connaissais pas tout, j'ai regardé les projets. Quand tu cliques sur les noms des gens, tu peux trouver les Twitter aussi. Donc, si vous avez envie de voir déjà les gens qui vont speak, les projets, pour vous intéresser au projet Solana, vous avez ces informations aussi qui sont disponibles librement sur leur site. Voilà, donc pour revenir aux futures mises à jour, je vous avais parlé du marché des frais. Donc là, pareil, je me suis basé sur un article Medium qui est en anglais de la part de Talita, qui bosse précisément pour Chorus One.
Chorus One, qui est une boîte qui propose justement du staking sur de multiples chaînes et qui parlait de stabilité, de MEV, etc. Donc ça m'a bien chauffé. Je me suis bien renseigné sur les MEV. Ça m'a permis de vous faire cette explication de ce Skip Protocol tout à l'heure d'ailleurs. Donc son article, il est super. Il est très court. On va faire très rapide. Ça fait beaucoup de traits. En gros, 3 mises à jour majeures à venir sur Solana. Je vous ai déjà parlé du système de frais qui change avec des frais que tu peux payer plus cher sur Solana pour faire passer ta transaction en priorité et éviter le spam, mais également Quick, un nouveau protocole, et le QoS. Alors Quick, je vais faire très rapide. Il faut savoir qu'initialement, Solana utilise, enfin les validateurs de Solana et le protocole utilisent UDP. Vous savez, quand on utilise Internet, c'est principalement UDP, TCP pour la gestion des paquets qu'on envoie, qu'on reçoit, etc. Je ne suis pas un professionnel des protocoles réseau, mais les grandes bases, c'est ça. Donc, pourquoi ils ont choisi UDP et pas TCP qui a tendance à être meilleur? C'est qu'en fait, UDP, en cas de problème, de perte de paquets, ça ne met pas tout le réseau on va dire en attente. C'est-à-dire, OK, il y a des paquets qui ne passent pas. Bon, bah, si ton paquet ne passe pas, tu réenvoies un paquet et puis il finira par passer. C'est ce qu'on peut voir dans ce schéma juste ici. C'est que si tu spams un petit peu d'une requête, bah, au bout d'un moment, tu sais que ta requête va passer. Le problème, c'est que du coup, bah, tu peux avoir tendance à spammer. En TCP, bah, ce qui se passe, c'est que tu peux pas spammer, mais d'un autre côté, si jamais il y a un truc qui se passe mal, c'est tout le réseau qui est congestionné, ça fout la merde. Donc, le principe de Quick, qui est un protocole made in Google, c'est de reprendre un petit peu les bonnes choses de l'UDP, les bonnes choses du TCP. Et en l'occurrence, ici, pour de la blockchain, ce n'est pas un protocole qui a été fait pour la blockchain, il a été fait pour de la navigation web, notamment avec Google Chrome pour accéder aux services de Google. Mais là, il est réutilisé pour la blockchain. Et donc, le but, c'est de pouvoir déjà identifier les adresses IP de ceux qui émettent les transactions, d'une part, mais aussi éviter d'avoir du spam. Et donc, c'est là où ça devient intéressant, c'est que le couple entre Quick et le QoS devrait permettre d'avoir beaucoup plus de contrôle sur le réseau. C'est-à-dire que le QoS, c'est quelque chose que vous avez sur votre box, dans les paramètres réseau de votre console de jeu, de votre PC, etc. Le principe du QoS, c'est de prioriser les paquets. Par exemple, de dire, je suis en train de jouer à un jeu, je suis en train de jouer à Call of Duty, donc j'ai un besoin de mettre ces paquets en priorité. Donc si je télécharge un film en même temps que je joue à Call of Duty, on va essayer de dire, si possible, garde Call of Duty stable. Et si le film ou quoi se télécharge moins vite, c'est pas grave parce qu'il y a un besoin sur Call of Duty. Là, c'est pareil, c'est de prioriser les transactions et de dire, si quelqu'un spamme le réseau, on va l'identifier maintenant parce qu'on a son adresse IP, alors qu'avant, c'était le bordel. En fait, avant sur Solana, ce qui se passait, c'est que chaque transaction, dès qu'elle arrivait, ça arrivait sur un validateur et le validateur, il le gérait le plus vite possible. Il n'y avait pas de... Ça allait pas aussi loin dans la priorisation. Donc, en fait, ce qui se passait, c'est que si le validateur, il avait du mal à gérer, presque il implosait. Donc, après, il y a eu des filtres, etc. Là, le but, c'est qu'on n'est plus en mode la patate chaude. On est vraiment en mode où on va filtrer. Et en cas de spam sur le réseau, eh bien, on va prioriser pour dire, c'est bon, toi, tu as assez spammé. Calme-toi. Vas-y, calme-toi. C'est bon, laisse les autres faire. Et donc, il y a une responsabilisation des nœuds validateurs sur le réseau Solana qui se fait progressivement pour que, en cas de spam, ou alors un spam qui n'est pas identifié, mais tu as un nœud validateur qui va essayer de refiler la patate chaude aux autres. Parce que ce qu'il faut bien comprendre, c'est que quand tu fais une transaction, la transaction, elle ne vient pas du validateur. Le validateur, le nœud, le serveur, lui, ne fait qu'absorber la transaction pour essayer de l'ajouter à la blockchain. Donc, il peut y avoir un spam du côté de la transaction, mais il peut aussi y avoir un validateur qui fait mal son boulot et qui vient foutre le bordel dans le réseau. Et là, dans les deux cas, on est normalement capable d'identifier que ça va ralentir, voire arrêter le réseau, et on va empêcher que ça s'arrête. Donc, bien entendu, c'est de la théorie. Il va falloir voir ça dans la pratique, mais il faut bien comprendre qu'il y a des choses qui sont faites du côté de Solana pour que ça s'arrange. Maintenant, l'avenir nous le dira. Donc, Quick, c'est implémenté. Le système de frais, c'est implémenté depuis fin juin. Et le système de QoS, je ne suis pas certain, mais je crois que c'est implémenté. Donc maintenant, on va voir. S'il y a des pannes maintenant, je serais curieux de savoir pourquoi. Alors, j'ai un message. En gros, tu es en train de nous dire de l'in Solana. Non. Pour le moment, je te dis juste wait and see. Message de Hardis qui nous dit: j'ai jamais compris pourquoi Solana n'appliquait pas un multiplicateur office. C'est exactement pour ça que Solana existe. C'est pour
ne pas avoir appliqué ce multiplicateur, en fait. Mais pour quand même avoir un peu d'ordre, parce que tu l'as vu, hein, le réseau il est tombé plusieurs fois. Avant, en fait, tout le monde payait un frais qui était de l'ordre de 1 millième de dollar, tu vois, donc 100 fois moins d'un centime de dollar. Donc tout le monde pouvait bombarder le réseau et c'était le bordel. Maintenant, tu as un système où tu peux payer pour que ta transaction passe en priorité. Et généralement, les spams qui se font sur le réseau, euh, Solana, c'est pas des gens qui spamment le réseau pour spammer le réseau parce que, ok, à la limite, si tu as raison et que tu as foutu le réseau par terre et que tu shortes le jeton, tu peux gagner un peu de sous. Mais en fait, les spams qui se passaient sur le réseau Solana, c'était pas des attaques, c'était juste des bots qui essayaient de front-run tout le monde pour minter des NFT. Et en fait, les bots, ils envoyaient tellement parce que les transactions, elles coûtaient tellement pas cher que ça foutait tout par terre. Donc là, aujourd'hui, au lieu de spammer comme des débiles, bah, juste ils payent pour avoir la priorité, comme sur les autres blockchains, et ça passe. Et depuis, on n'a pas eu de coupure par rapport à ce type de spam. On a eu une coupure par rapport à un bug, je crois, récemment sur un validateur. Et c'est pour ça que les validateurs, comme sur Ethereum et comme sur Bitcoin, vont héberger différents clients logiciels pour que tu n'aies pas un bug qui fout tout le réseau par terre, que tu aies plusieurs clients et à la limite, tu peux avoir plein de clients qui se déconnectent d'un coup, mais ça ne fout pas le réseau par terre parce qu'il en restera toujours des dizaines qui pourront valider des transactions sur la blockchain. Donc voilà, c'est comme ça. Hein, tu peux critiquer en disant que sur Ethereum et Bitcoin, c'est pas ça, mais c'est aussi ça l'avantage de Solana, c'est que le but, c'est pas de reproduire ce que fait Bitcoin et Ethereum, c'est de gérer différemment le transactionnel. C'est pour ça que moi, j'y crois aussi personnellement. Voilà, donc ensuite, on va passer à l'hebdo de la semaine. Donc, hebdo de la semaine, je vais faire très rapide sur ce document. On a Binance qui recrute un ancien membre du FBI. Je vais faire rapide. Pourquoi ils ont fait ça? Bah, tout simplement, ils sont dans la continuité de Binance US va coopérer avec l'État et avec la réglementation. Nous, on va dans le sens de la réglementation. On ne veut pas de soucis avec Joe Biden et le prochain président parce qu'on sait très bien que l'impérialisme américain, il ne faut pas se le mettre à dos. Donc, on prend un ancien du FBI qui a travaillé pendant très longtemps sur tout ce qui était gestion des flux financiers dans le pays, avec les régulateurs. Comme ça, lui, il sait faire et en plus de ça, ça donne une bonne image à la boîte. Voilà, tout simplement. C'est de la politique. Hein. Plus ou moins, c'est de la politique. C'est du lobbying. Mais ils ont raison de le faire. Ensuite, on a Olympus DAO. Alors ça, c'est pas très clair pour moi. C'est des trucs de DeFi bizarres. Ouais, bah ouais, bien sûr. Olympus DAO qui, sur un de ses smart contracts de Band Protocol, qui est apparemment un produit à eux, a eu une petite faille, voilà, une mauvaise vérification de signature sur le contrat. Et cette petite faille a permis aux hackers de siffler gentiment 300 000 $. Voilà, tout simplement, petite faille. C'était l'occasion de parler d'Olympus DAO. Non, ils sont pas morts. Il y a toujours plein de trucs qui bossent avec eux sur de la gestion de liquidité. Il faut garder en tête que l'idéologie de base d'OHM, c'était de se dire que le protocole a sa propre trésorerie et que cette trésorerie peut se remplir s'il y a des gens qui croient au projet et qui veulent acheter des jetons OHM avec un prix réduit. Et quand il y a un achat qui est fait avec un prix réduit, eh ben, ça fait grossir la trésorerie. Et quand il y a des échanges qui sont faits sur OHM, sur SushiSwap, ça fait aussi grossir la trésorerie parce que toutes les pools de liquidité de SushiSwap appartiennent à OHM. Mais bon, dans les faits, on a eu la OHM party pendant le bull run. Mais depuis, ça fait mal. Hein, un petit 1000 $ ou 10 $, c'est vrai que ça fait mal. Classique. Petit classique in crypto. Ensuite, Warner Bros. Va lancer une collection NFT. Donc, ça va être une collection NFT par rapport au Seigneur des Anneaux. Il va y avoir donc deux typologies d'NFT différents. Un premier NFT à 30 $ qui permettra d'avoir accès à la version 4K étendue du film, des heures de films spéciaux, donc 8 heures de film, des commentaires et des images spécifiques, des objets à collectionner, voilà. Donc 30 $, 10 000 NFT. Et ensuite, on a un deuxième NFT Elite, édition épique, pardon, qui coûte 100 $ cette fois, avec beaucoup moins d'unités, 999, qui permettra d'avoir, on va dire, des collectibles supplémentaires. Ce que j'ai trouvé intéressant dans cette news, c'est la société qui s'en occupe. C'est Unchained, non? C'est la société Eluvio. Eluvio, je ne connaissais pas. Et c'est une société qui s'occupe de faire de la vidéo NFT, des collectibles sous forme de NFT avec les marques, etc.
Voilà, ils ont l'air d'être assez carrés dans leur approche. Je ne connaissais pas, donc si jamais vous pouvez vous rendre sur Coin Academy dans le Coin Hebdo, je vous le mets dans le chat pour lire la petite news, parce que c'est quand même intéressant de se dire que Warner Bros. Ait choisi cette solution et pas une autre pour l'émission de CNN. En fait, ce qui vient, c'est que t'as l'impression qu'ils lancent pas ça pour faire du blé, quoi. Parce que 300K, je suis pas sûr qu'ils soient à ça après, quoi. Enfin, Ouais, 300K plus 100K, c'est quoi, 400K au total? C'est comme ça. C'est sympa. Non. Ouais, c'est 400 000 $, je crois. Ouais, c'est à peu près ça. C'est un premier essai. C'est un premier essai, histoire de dire. Ensuite, SBF sous la critique. Ah, on y vient. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Ce qui s'est passé, c'est que Sam Bankman-Fried, donc, qui gère un des plus gros market makers crypto du monde, qui gère FTX, qui pèse des milliards et des milliards, qui est aussi un des main donateurs de la campagne politique de Joe Biden, je crois 3e plus gros donateur, dit que, bon, dans un système DeFi, décentralisé, ça peut pas être le Far West, il faudrait que, en cas d'identification de personnes frauduleuses sur la chaîne, qu'on soit capable de censurer, en gros. Donc c'est un de ces takes qui a été pris. Voilà, en sachant que l'exchange est sous une enquête en ce moment, donc il a les régulateurs au cul, que FTX essaie d'aller dans le sens de la réglementation, ils ont toujours plutôt bien coopéré. Ça a été très mal pris par la communauté. Très mal. Très mal pris par la communauté. Des tweets négatifs à ce sujet. Tu regardes l'espace commentaire, voilà, il est considéré comme un traître. Ah ouais, il est considéré comme un traître. Moi, je vais vous dire ce que j'en pense. Je comprends sa position, mais il m'a déçu. Il m'a juste énormément déçu. C'est-à-dire que, en fait, je vais pas le féliciter d'avoir retiré son masque et d'avoir dit publiquement qu'il allait dans le sens des régulateurs et pas dans le sens des crypto-bros. Pour moi, un réseau peer-to-peer, c'est justement le fait que c'est des fantômes qui se communiquent entre eux. Quand tu utilises BitTorrent pour télécharger légalement un film ou une série, tu sais pas avec qui tu télécharges, tu vois. Quand tu fais une transaction Bitcoin, tu sais pas avec qui ça se passe. En fait, la confiance, elle est au niveau protocolaire et il n'y a pas de censure, rien du tout. Moi, ce qui me plaît dans les cryptos, c'est justement ça. C'est la résistance à la censure. Si tu veux un truc qui soit vraiment, on va dire, dans le sens de la réglementation, ça se passe côté exchange. Moi, j'ai pas de souci avec ça. Que les exchanges, ils proposent de la KYC, etc. J'ai pas de souci avec ça. Ça se passe côté exchange. Ça se passe sur des solutions logicielles, type des wallets, etc. Mais pour moi, ça doit pas se passer sur la blockchain. Pour moi, ça n'a rien à foutre là. Il y a pas mal de gens en fait qui disaient que c'était un peu hypocrite et très intéressé comme réflexion, parce que en gros, ils avaient profité du Far West de la crypto qui était justement non régulé pour en faire des tonnes de fric. Et puis maintenant qu'il y a plus de concurrence et maintenant que le hedge se réduit, justement, genre ils veulent justement réglementer ça et faire en sorte que ce soit moins le Far West. Alors c'est ce fait même qu'il manque de régulation qui leur a permis de faire énormément d'argent. Et en plus de ça, il y a pas mal de gens qui voyaient ça comme un moyen facile pour FTX et Sam d'éliminer la concurrence, d'éliminer toutes les personnes qui comply pas, parce qu'au final, ce qu'il faut pas oublier, c'est que être régulé, ça a un coût, et tout le monde n'a pas forcément l'argent pour se réguler comme ils veulent. Ou comme il veut, et du coup de ce fait là, s'il est pro-régulation et que la régulation elle est assez forte, du coup il serait un des seuls acteurs régulés qui pourrait derrière prendre le marché, alors que de base le marché était accessible de tous, et c'est justement ça qui lui a permis de rentrer sur le marché, de faire plein d'argent. Enfin bref, je pense que vous avez l'idée. En vrai, je sais pas trop quoi en penser parce que j'ai pas lu le trade qu'il a fait. Enfin, le trade, je crois qu'il a fait un post carrément. Ouais, il a fait un trade de 16 tweets, je crois. Donc voilà, il faudrait que BitBoy qui poursuit en justice, mais bon, BitBoy c'est vraiment un bouffon, donc. Ouais, ça c'est clair, je vais pas défendre BitBoy. BitBoy qui laisse faire enculer, voilà, c'est clair et net. Ce mec qui a la gueule de son audience H24. Et c'est un menteur, manipulateur et escroc qui prend de l'argent sur des protocoles, qui les chill dans des vidéos et qui décaisse les liquidités avec lesquelles il s'est fait payer pour parler du protocole sur la gueule de ses propres abonnés. Je veux dire, franchement, il faut vraiment être le pire des chiens. En fait, il n'y a pas de souci à faire des partenariats ou d'être rémunéré pour faire la promotion de certaines choses, mais il faut le faire avec éthique et faire avec des choses dans lesquelles tu crois et le faire correctement.
Et lui, il fait tout l'inverse de ça. Donc voilà, pour toutes ces raisons-là, je pense qu'on n'adhère pas. Moi, j'aime pas du tout. Tu sais, c'est comme si on vous disait, ouais les gars, Solana, ouais les gars, go. Et enfin que c'était un truc low cap et que genre on pesait tellement dans le game qu'on pouvait pousser le prix vers le haut et qu'une fois qu'il a atteint un certain niveau, nous on germe notre back sur votre gueule et on fait des petits tweets, ouais franchement bullish ça va continuer de monter alors qu'on est déjà les gars, lâchez pas, vendez lâchez pas et tout. Non franchement c'est chaud. C'est chaud. On parle pas d'SBF, hein, on parle bien de BitBoy. Pour revenir sur SBF, voilà, bah moi ça m'a un peu déçu. Ça m'étonnait pas trop, mais ça m'a un peu déçu. Il a le droit de le penser. Est-ce que c'est par intéressement? Peut-être. Je n'irai pas jusque-là. Mais en tout cas, je m'y opposerai. C'est-à-dire que cette vision de réglementation jusqu'au niveau du protocole, pour moi, c'est mort. Si c'est l'intermédiaire, même un wallet, même un validateur de bloc, à la limite, ils veulent faire des trucs entre eux. Ils font parce qu'au niveau général, ils ne feront pas la censure. Mais quand la censure se généralise, moi, ça me dérange. En fait, pour moi, c'est la position obvious qu'il doit adopter, en fait. Enfin, lui, il a une boîte qui pèse des milliards et genre, s'il se régule pas correctement, il va avoir des gros soucis. Donc, lui, il doit justement montrer qu'il va dans la direction de la régulation et que voilà, il sera prêt à faire le nécessaire. Donc, à voir, affaire à suivre. Mais évidemment, un peu décevant, personnellement. Ça m'empêchera pas d'utiliser son superbe exchange FTX, mais voilà. Les takes comme ça, je m'y opposerai. Je suis sous Mac, si jamais la question se posait. Je sais pas pourquoi. Mais... Ensuite, on a N26 s'ouvre aux crypto, donc c'est la néobanque allemande qui s'ouvre aux crypto en partenariat avec Bitpanda, qui est un exchange crypto autrichien. Pour le moment, les cryptos sur N26, ce sera que en Autriche, très probablement dans d'autres pays d'Europe bientôt. Donc, ils vont pouvoir proposer plus de 100 jetons différents, dont le Dogecoin, le Sol, Avalanche et Shiba Inu, bien entendu, et le Bitcoin, bien sûr, sur leur plateforme. Voilà, on savait que Revolut le faisait, même si ce n'était pas des vrais cryptos. Là, on se rapproche plus de la vision crypto. Toujours dans les néobanques, il y a Linda aussi, je crois, qu'il le fait. Moi, j'ai jamais utilisé avec N26. Hein. Je vois quelqu'un qui en dit du mal. Franchement, il y a eu des histoires. Il y a des expériences différentes, tu vois. Alors, si je dis la Caisse d'épargne, j'ai jamais eu de souci avec eux, ça se trouve, il y a des gens qui ont eu des contentieux avec eux. Enfin, en vrai, c'est difficile d'avoir une banque et un service qui met tout le monde d'accord. Ouais. Donc, voilà. Mais là, ce perso, ça engage pas Coin Academy ou quoi, c'est du pur perso. Moi, c'est un bon produit N26, mais c'est vrai que par rapport à du Lydia ou du Revolut, j'ai entendu plus de soucis sur N26, sur des clôturations de comptes injustifiées. Tu vois, en mode, en matin, paf, on te dit, vas-y, tu te barres. On ne dit pas pourquoi, on dit juste, vas-y, casse-toi. Qui peut être lié à des activités de crypto, alors que normalement, ils ne sont pas opposés aux activités crypto. D'ailleurs, on en a la preuve ici. Donc, j'ai pas trop compris. Je l'ai entendu plusieurs fois, des histoires de blocage de compte. C'est assez bizarre. Donc, ça m'a pas mis en confiance forcément. Voilà, c'est tout. Ensuite, on a JP Morgan qui recrute un ancien de Celsius. Alors, je vais faire très rapide dessus. Vous avez peut-être vu la news. C'est vrai que ça peut faire parler. On parle quand même d'un employé de Celsius qui a même pas fait 1 an là-bas, qui était sur la partie compliance de Celsius. C'est-à-dire que le gars, il est arrivé chez Celsius début 2022, fin de bull run. Juste après, la boîte, elle commençait à partir en sucette. Ensuite, c'est parti complètement en sucette. Et du coup, il a été récupéré par JP Morgan. J'ai envie de dire, il a le droit, en fait. Il a le droit de trouver du travail, le bonhomme, tu vois. Donc, écoutez, voilà, c'est pas comme s'il était venu, il avait foutu la merde et il était parti. Non, il est arrivé un petit peu quand le mal était déjà fait. Voilà, pour les petites news du Coin Hebdo. Ensuite, vous avez peut-être vu passer la news comme quoi l'ex-CEO de Polkadot, cofondateur d'Ethereum notamment, Gavin Wood, démissionnait de son poste de PDG chez Polkadot. Les gens ont eu comment dire, ils ont réagi très négativement par rapport à ça. Et en réalité, quand tu te renseignes bien, il faut pas. C'est que Gavin, c'est un techos, c'est un gars qui aime pondre du code. C'est pas un chef d'entreprise, chef de projet ou je sais pas quoi. C'est avant tout un techos. Et donc, il reste impliqué sur Polkadot et sur Parity Tech, qui est la boîte derrière qui s'occupe de Polkadot et qui s'occupait de plein de trucs chez Ethereum à l'époque aussi. C'est juste que voilà, il veut rebouffer du code et il veut pas être dans la gestion, donc il y a quelqu'un qui le remplace. Voilà, Bjorn Wagner, ça fait penser à Bjorn dans Viking.
Et du coup, c'est cool en fait, parce que s'il se concentre sur la partie tech, c'est plutôt positif pour Polkadot, je trouve. Voilà, donc vous inquiétez pas par rapport à ça, il veut juste bouffer du code et des cartes graphiques, tout va bien. Le président de la FDIC propose une limitation des émissions de stablecoin. Alors ça, c'est une news que j'ai trouvée intéressante aussi. Pourquoi? Parce que ça montre encore et toujours que côté américain, et là, c'est un take perso, tu vas me dire ce que tu en penses, Léo. Côté américain, ils sont pas dans la logique, on va tuer les cryptos, ça fait du tort au dollar, ils sont dans la logique, de toute façon, les cryptos, c'est une évidence. C'est juste qu'on va faire la transition en douceur et on va se servir de ce support toujours pour embellir le dollar, de par les stablecoins notamment. Mais on a quand même un système, voilà, on a un système boursier, on a un système bancaire, et on ne peut pas faire en sorte qu'il y ait une technologie qui soit tellement révolutionnaire qu'elle vient tout baiser. Donc, ce qu'on va faire, c'est simplement, on va surveiller ça de près et on va faire en sorte que les banques puissent continuer à exister en parallèle de cet écosystème crypto. Et c'est ce qui est dit justement dans l'article. Donc, les stablecoins de paiement pourraient changer. Les stablecoins de paiement pourraient changer la façon dont le crédit est accordé au sein des banques, conduisant éventuellement à des formes de désintermédiation du crédit qui pourraient nuire à la viabilité de nombreuses banques américaines et potentiellement créer un nouveau système bancaire. Et ce qui pourrait créer donc déjà des banques qui se cassent la gueule. Si les banques se cassent la gueule, c'est un problème pour les clients des banques et c'est un problème pour le système tout court. Donc, en tant que régulateur, c'est juste son boulot d'empêcher ça. Donc je comprends totalement. Et il n'est pas question ici de réguler pour tuer les stablecoins, mais simplement peut-être proposer aux banques de proposer des stablecoins à leurs clients aussi pour qu'elles ne se fassent pas complètement exploser par les crypto-bros qui font du Web3. Voilà, donc je trouve le take intéressant. Et c'est vraiment ce qu'on ressent, c'est en fait les Américains, ils veulent vraiment exceller dans la gestion de la crypto, pour moi, pour continuer d'entretenir cet impérialisme américain, comme à l'époque des GAFAM, avec des boîtes américaines qui sont nettement au-dessus des autres, que le monde entier consomme américain, et dans le futur, que le monde entier consomme le dollar par le biais des stablecoins et par le biais de différents protocoles crypto made in US, et potentiellement aussi de la réglementation type censure, etc., malheureusement. Qu'est-ce que je me suis noté d'autre d'intéressant? Tout est bon pour eux pour récolter des impôts. Hein. Tout est bon pour récolter des impôts, mais tout à fait. Tout à fait. Donc, tweet qui fait débat. Là, je vais pouvoir donner un peu la parole à ce pauvre Léo qui m'entend faire cours magistral depuis tout à l'heure. En plus, c'est Donald, je sais que tu l'aimes bien. Unpopular opinion, donc opinion impopulaire. Les avalanches Solana, Uniswap, Cardano et compagnie d'aujourd'hui seront les Litecoin, EOS, Bitcoin Cash et Neo du bullrun précédent. Ben, en gros, ce que disait CryptoCrate, qui est son acolyte, c'est qu'il disait que pour lui c'est pas une non-popular opinion, pour lui c'est même plutôt une popular opinion. Et les réponses les plus intéressantes que j'ai vues à ce tweet-là, et qui pour moi font le plus de sens, c'est que tout va dépendre en fait du timing du prochain bullrun et de la fin de ce bear market. C'est-à-dire que si, genre, pour une raison XY, maintenant on commence à repartir à pleine balle, bah, on n'a pas 10 000 solutions qui sont bien meilleures que Avalanche, Solana ou autre. Et donc, ce qui fait que l'espérance de vie de ces coins-là seront quand même un peu plus importantes que ce tweet le présage. Mais par contre, si justement le marché reprend que, par exemple, dans 2 ans ou 1 an et demi, bah, vu à quelle vitesse ça va dans le marché des cryptos, bah oui, justement, ces coins pourraient se faire dépasser d'une manière. Après, je pense que ce qu'il ne faut pas sous-estimer, c'est l'adoption. C'est-à-dire que Litecoin, il n'y avait rien de build dessus, personne qui l'utilisait, juste parce que c'était moins cher. EOS pareil, Bitcoin Cash pareil, Neo pareil. Tu vois, genre en fait, tu compares des coins sur lesquels tu as des grosses communautés à des coins, donc dinosaures, sur lesquels en fait on n'a jamais rien bâti de très intéressant. LTC, tu es capable de me citer une application décentralisée dessus? EOS pareil, tu vois, genre donc. Évidemment, il y a ce côté-là, ce côté que l'innovation va vite, etc. Mais pour moi, ça va même au-delà de l'innovation, ça va aussi dans le sens de l'adoption et de l'utilisation et du développement des écosystèmes. Et je pense que, voilà, pour moi, c'est quand même difficile de comparer ce cycle au précédent sur ce point-là, en tout cas. Ouais, bah, je partage la même chose. En gros, qu'est-ce qu'on a de nouveau? On a l'adoption. ADA, je dis pas.
Et en vrai, Uniswap, pour moi, ça va au-delà que Avax et Solana. C'est-à-dire que Uniswap réussira, enfin, peut se renouveler et peu importe sur quel layer, tu vois. Hmm. Alors que Solana et Avalanche, voilà, s'ils n'arrivent pas à fonctionner et ils n'arrivent pas à s'adapter, bah, c'est des layer 1. Donc, si ça se passe mal pour eux en tant que layer 1, bah, ils n'ont pas beaucoup d'autres solutions. Alors qu'Uniswap, ils sont plus ou moins agnostiques, in fine, non? Ouais, je suis d'accord. Je suis d'accord. Bah, moi, je partage la même vision que toi hein, au niveau de l'adoption. C'est sûr qu'il y a du nouveau. Euh, Après, là où il y a quand même un truc qu'il faut garder en tête, c'est que même si tu n'auras pas forcément meilleur dans l'instantané qu'Avalanche, Solana et compagnie, bah, si le marché il est pas bouffé par la hype, si le marché il a peur, il le sent pas, bah, ça va continuer de fondre en fait. Parce que tu as des gens qui vont se décourager au fur et à mesure du temps et qui vont vendre leur bac. Combien de mecs ou meufs ont dû acheter des cryptos pendant 2021 au début, au milieu ou à la fin du bull run et sont pas capables de tenir 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, juste s'ils voient le truc pas bouger ou fondre, par besoin de liquidité ou par désespoir, ils vont vendre en fait. Mm. Donc les valeurs sûres aujourd'hui, on est tous capables de les citer assez facilement, hein, c'est Bitcoin et Ethereum, avec plus de conviction côté Bitcoin pour beaucoup, plus de conviction côté Ethereum pour d'autres qui sont plus branchés, on va dire, applicatifs et DeFi, ça dépend du take. Mais sorti de ça, effectivement, c'est pas évident. Quelqu'un qui dit Sol, il y a FTX derrière, mais en vrai, moi, j'irais pas me baser là-dessus. Hein, parce que, en vrai, Sol, ils sont derrière Solana, mais Sol, ils sont derrière tous les Ouais, jetons et FTX, toutes les ouais. solutions qu'il y a sur le marché, tu vois. Ouais. FTX, ils ont investi partout, en fait. Donc, s'ils ont un fois 1000 à faire sur un autre coin qui leur permettra peut-être de faire plus d'argent oui, évidemment, on parle de FTX, mais FTX, pour nous, c'est Alameda dans ce contexte-là. Ou FTX Ventures, ou je sais pas comment les gens l'appellent, mais voilà, donc je n'irai pas mettre la maison sur Solana parce que FTX est nécessairement derrière. Je pense que c'est un point évidemment qui est positif parce qu'ils ont facilité le développement de l'écosystème et ils l'ont financé. Mais je préfère mettre de l'argent sur des convictions graphiques plutôt que sur l'hypothèse que FTX sera toujours derrière Solana. Yes. Voilà, mais là, Et vous voyez, là, j'ai mis FTX dans le filtre investisseur. Ça envoie des billes toutes les semaines, quoi. Ça envoie des 1 ah, million par-ci, d'un million FTX, par-là, ouais, dans absolument partout, tout. ouais. Tout. C'est un truc de malade mandal. Rien que sur cette année 2022, déjà, regardez, rien que sur 2022, on est à 47 levées de fonds référencées publiquement. Sur toutes sortes de produits, hein, de l'authentification, Ouais, FTX, de tu veux la dire? boîte qui fait des stablecoins. Ouais, de la boîte qui fait des stablecoins, Liquid qu'ils ont voilà, plus ou moins racheté. Donc des exchanges, des protocoles, des NFT. Ils sont vraiment sur tous les fronts. Donc ils ne sont pas mariés à Solana. C'est ça qu'il faut bien comprendre. De toute façon, ce serait débile de leur part. Leur but, c'est de faire du fric à la fin. Hein. Donc, si ça sent pas bon sur un truc, tu peux protéger, mais au bout d'un moment, tu lâches. Et d'ailleurs, pourquoi on vous dit ça? Moi, j'étais le premier à me dire, par exemple, sur Terra Luna, ouais, les market makers, ils vont nous sauver, ça va pas dépeg, ça va repeg et basta. Ça n'a pas repeg. Sur Key Foundation, je sais qu'ils aiment bien le buyback. Je me suis dit, bon, ça va tenir, le XKI va tenir. Quand le marché il s'est mis par terre à cause du Terra Luna, market making ou pas market making, tu lâches parce que c'est de la perte sèche de toute façon. Donc, tout ça pour vous dire qu'il n'y a aucune vérité fondée, il n'y a que le temps qui fait les choses. Tu peux mettre des VC, un marché qui s'institutionnalise, dire il y a Binance ou FTX derrière tel ou tel projet. C'est pas un bouclier incassable. Hein. Au bout d'un moment, ça peut lâcher comme tout projet. Qu'est-ce qu'on a à noter d'autre petit partenariat entre Bubble Maps et Coin Academy. Est-ce que tu veux nous en parler rapidement, Léo? Ouais, je peux. Ouais. Alors en fait, je sais pas. Attends, je vais passer sur mon écran. Je le mets dans le chat. Je vais passer sur mon écran. C'est bon. C'est bon. Ouais. On est sur ton écran. Alors en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait un partenariat avec Bubble Map. Donc, si vous connaissez pas du tout Bubble Map, c'est une solution qui vous permet de visualiser en fait ce qui se passe sur la blockchain, notamment pour des contrats.
et ici pour le cas de NFT. Donc en fait, ils vous permettent de visualiser tous les wallets qui possèdent le plus de jetons pour ce type de jetons, et surtout, est-ce qu'il y a des wallets qui interagissent entre eux. Quelle est l'idée derrière ça? C'est d'éviter de se retrouver dans un projet où en fait, tu as un wallet qui possède 90% des NFT, ou deux wallets ou trois wallets qui possèdent 90% des NFT et qui interagissent constamment entre eux. Donc, moins il y a de relations avérées entre des wallets spécifiques, et plus les jetons sont distribués dans plein de wallets, plus c'est positif en général, et moins on est sur quelque chose de centralisé. Donc évidemment, on peut faire avec plein de choses, mais l'outil permet déjà d'aller dans cette lignée-là, et de vous permettre de visualiser les interactions que les holders de NFT ont. Et donc, par exemple, si je vais sur, j'en sais rien, le classement 2022 des NFT, sur, par exemple, une collection assez connue comme le Bored Ape Yacht Club, eh bien, en fait, je vais avoir justement le widget un peu plus bas dans la page. L'écran a freeze, je crois. T'as cliqué là chez toi? Ah sur merde, Bored ouais, parce qu'en fait, j'ai changé de... Donc, hop. C'est bon. On va voir en bas de page notamment l'outil Bubble Map, et donc on va pouvoir voir tous les holders du jeton. Donc je peux voir que par exemple cette adresse-là a 105 NFT du Bored Ape Yacht Club, celle-ci 72, celle-ci 61. Et après on peut voir les interactions qu'elles ont que ces adresses ont entre elles, en fait, tout simplement. Et donc là on voit que en soi c'est assez bien réparti. Évidemment on a des wallets qui interagissent beaucoup entre eux, mais c'est assez bien réparti. Est-ce que vous auriez peut-être un exemple de collection NFT Ethereum, où vous soupçonnez peut-être quelqu'un de posséder la majorité des NFT? Je réfléchis à ça. Sinon, tu reprends l'article, hein. Tu reprends l'article qui peut donner des exemples où justement tu visualisais très facilement. En vrai, moi j'étais chaud d'avoir il y avait les de la exemples des centralisation. gens. Ouais. Après, il y a les mutants, évidemment, il y a plein de collections. Mais ça permet vraiment de visualiser justement ces interactions entre wallets, et à quel point des gens ont peut-être beaucoup de jetons de cette collection-là. Et donc voilà. Pareil, ici, vous pouvez visualiser, et vous voyez que on a un wallet ici qui a 409 Clonix pour le coup. Donc 409 Clonix sur 20 000. C'est quand même beaucoup. Alors là, c'est un wallet, et le vert, c'est quoi? C'est des wallets connectés entre eux? Ou on Ouais, soupçonne que c'est la c'est même ça. personne? C'est ça. C'est des wallets qui ont beaucoup de transferts en fait entre eux, justement. Ouais. Donc c'est Ah, ce c'est stylé, ce hein. qui s'appelle un cluster. Et ensuite, on peut voir justement les interactions et le nombre d'interactions avec Etherscan, etc. derrière, qui permet de voir en fait justement tous les échanges justement d'NFT. Donc là, ce que tu m'expliques, Léo, c'est que je tape sur Coin Academy dans le champ de recherche la collection que je veux, en partant du Ouais. principe qu'il y a un minimum de volume pour qu'elle soit Sur ton référencée. écran du coup. Si jamais. Alors, donc je prends, je sais pas, collection Azuki. Peu importe, hein. Dans le champ de recherche. Alors, pas là-dedans. Non, parce qu'on a. Sinon, c'est trop le bordel dans la recherche. Mais Faut aller tu dans vas le classement. classement NFT, voilà. Tu vas avoir plein de collections NFT. Tu peux Et là, faire je une le tape recherche. là-dedans. Azuki, voilà. Ouais, par exemple, on a cette cochonnerie que je sais pas ce que c'est, Azuki Ape Social Club. Voilà. Je clique dessus, donc j'ai cette page-là, je scrolle un peu. Tu as les graphiques avec les ventes, etc. Et voilà. Et donc là, tu vois que c'est hyper centralisé, que tu as un énorme cluster de ce que je vois. Ouais. Donc en Carrément. général, quand tu vois ça, ça a l'air un peu scammy, quoi. T'as l'impression que globalement, t'as plein de mecs qui sont rentrés dedans, et t'as surtout quelques wallets qui possèdent tout, quoi. C'est assez flagrant même, là. Bah ouais, c'est une porcherie carrément. Ok, donc faut Ça peut passer vous bien sur NFT dissuader. quel instant, ouais. Ouais, mais voilà, ça peut vous dissuader peut-être de rentrer sur certaines petites collectes comme ça. Ça peut être pas mal. Je Très pense bien. que sur les collections qui sont assez capitalisées, on n'aura pas trop justement de scénarios comme ça, même si. Renga. Un peu, hein. Bon, Renga, ETH. Mais t'as vu comment Bored Ape, par exemple, les clones, c'était mieux distribué? Ouais, bien sûr. Bien sûr. Donc là, on est sur du pur NFT, hein. Ouais. Voilà, on vous laissera faire des petites recherches dans l'onglet classement NFT. Mais je crois que tu peux le faire au-delà des NFT d'ailleurs, hein. Mais Ok. voilà. Pas sur notre site du coup. Faudra aller sur Bubble Map. Peut-être.
Hop, ok. NFT, ok. Enfin bref, on vous expliquera Ça peut-être marche. d'autres informations qu'on nous Sur partagera, d'autres mais lives. voilà, on a intégré l'outil et il est disponible si jamais vous voulez l'essayer. Je le maîtrise pas totalement parce que j'ai pas passé nécessairement le temps dessus, même si j'ai participé à l'intégration, mais voilà, en tout cas c'est disponible. Bon, on voulait parler d'Aptos, on va parler d'Aptos. Les potes. Aptos. Et après, je pense qu'on aura fait le tour sur la partie fonda, on analysera vos Ouais. coins. Donc, Aptos, déjà, vous le tapez dans le champ de recherche, vous avez l'analyse fondamentale, les actualités et une traduction française complète du white paper en exclusivité mondiale sur Coin Academy. Et donc, on ne va pas s'intéresser au white paper, qui est quand même très intéressant pour en comprendre le fonctionnement. On va s'intéresser à l'analyse fondamentale. On a mis à jour cette analyse. Donc, de base, il y a le fonctionnement du Layer 1. Mais nous, ce qui va nous intéresser, ça va être la partie tokenomics que j'ai complétée cette semaine. Donc, ils ont annoncé la tokenomics au moment du mainnet. Hein. C'est tout parti en même temps. Et donc, je reprends un document de leur part. On apprend que bon, le supply, déjà pendant un an, va être assez léger avec entre 120 millions et 200 millions de jetons pendant un an à peu près qui vont être émis. Donc très 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 léger. Ensuite, on va avoir un déblocage au bout de un an tout pile depuis le lancement, donc en octobre 2023. Et là, ça va s'accélérer. Donc, qu'est-ce qu'on apprend dans ce document? On apprend que tu as quand même une grosse partie des jetons qui est soit dans les mains de la fondation, soit dans les mains des investisseurs privés, soit dans les mains des contributeurs, soit des gens qui ont bossé sur Aptos, soit des gens qui ont bossé sur des apps de l'écosystème Aptos. Donc en fait, on est sur un supply qui est énormément centralisé. Pas de quoi se réjouir à ce niveau-là, franchement, c'est pas super. Parce que sur Bitcoin, t'as pas de pré-mine. Sur Ethereum, il y avait un petit peu de pré-mine pour la fondation, mais basta. Ensuite, on a vu pas mal de Layer 1 où effectivement, il y avait une grosse partie des jetons dans les mains de la fondation, mais là, vraiment, c'est carrément abusé. C'est-à-dire que la partie communauté, ils disent 510 millions, mais en fait, tu n'as que des miettes pour l'airdrop du début de jetons, et après, on ne sait pas trop comment va être distribué ce jeton à la communauté. Donc la distribution, elle est vraiment terrifiante. Et en plus de ça, comme je vous le disais en début de live, bon, bah, on a peu de supply au début, et il va augmenter. Donc ça veut dire que, qu'est-ce qui va se passer? Je Si pense le qu'on a prix du un an jeton où ne c'est bouge ok, pas, mais ouais. Mais en fait, c'est problématique et pas problématique parce que si dans un an on est en bull run, on aura moins cette question-là. Mais en tout cas, ce sera un sujet de fond qu'il faudra garder en tête. on a besoin d'un bull run. Et on a besoin de hype constante qui va être alimentée par des choses qui se passent sur Aptos et entre parenthèses pas ailleurs. En tout cas, il faut qu'il soit sur le devant de la scène avec Déjà. de l'applicatif. Et voilà, il y a du Flatté en boulot. vrai, parce que en vrai, enfin, même si elle arrive, enfin, même si elle augmente drastiquement dans 1 ou 2 ans, mais gros, genre, t'as quasiment le nombre de jetons qui double en 2 ans ou 3 ans, même Ouais. moins. Ah, en un an, il va doubler. En un an, ouais, alors, en 15 mois, il va doubler. Donc ça va vraiment gonfler. Alors, Ça fait vraiment peur. Bah, c'est pour ça que tu vois le fully diluted aussi gros. Et il faut savoir que ils disent dans leur white paper, ouais, on passera parce que là on est à 120 millions, à peu près 130 millions au lancement. On sera à 1 milliard, donc on va dire 8 fois et demi plus dans 10 ans. Mais ça ne veut pas dire que dans 10 ans ils émettront plus de jetons. Il y aura toujours une inflation constante qui va baisser bien entendu progressivement, mais il y aura une inflation constante. Par contre, il y a aussi un burn de jetons en fonction de l'utilisation du réseau. Donc effectivement, si le réseau il est utilisé de fou, furieux, tu auras quand même un petit burn. Est-ce que ça rendra le jeton déflationniste? Non, je pense pas, parce qu'on est pour le moment sur une inflation annuelle de 7%. C'est nettement au-dessus de ce qui se passe sur Ethereum, qui était à 4 avant le merge. Et qui est aujourd'hui, après le merge, sans les burns, on est sur de l'ordre de 1%. Donc, on n'est pas prêt d'être déflationniste. C'est ça que je veux vous dire. Donc, il peut y avoir une pression vendeuse assez constante. C'est pour ça. Moi, mon mot et celui de Léo, c'est pas de vous dire « Oh, méfiez-vous, faut pas y aller, ça pue, ça montera pas », parce que c'est pas vrai. Franchement, s'ils gèrent bien leur truc, la hype, elle sera là. C'est juste que pour le moment, il y a quand même des red flags. Donc, entre le bear, les red flags et compagnie, juste faites attention à vous. Si vous faites une entrée de prince.
qu'est-ce qu'on vous a dit le jour du lancement? Moi, j'ai fait un live, je vous ai dit, moi, je rentre pas au lancement, ça va gerber. Ça a gerbé très fort, puis ça s'est repris. Entre le bottom absolu qui est de 6,8 $ et le plus haut, on est à peu près plus 55%. Voilà, on n'a même pas fait un x2. Et là, maintenant, il faut surveiller. Voilà, faut surveiller. Moi, ce que je recommanderais dans ces cas-là, mais après c'est uniquement une conviction personnelle, mais c'est de croire ce qu'on voit en fait. Et donc si vous avez quelque chose d'encourageant sur le graphique, de peut-être pouvoir vous positionner à partir du graphique et d'avoir une invalidation claire qui est définie sur le graphique. Mais d'y aller les yeux fermés avec ce genre de distribution possiblement dans les prochaines semaines, prochains mois, voilà, ça fait peur. Donc c'est pour ça que, voilà, dans certains cas, moi je préfère juste regarder le graphique, me fier au graphique. Et en fait, des fois, juste trader les graphiques, ça me permet de faire des choses que quelqu'un du Fonda ne pourrait pas faire. Tu vois, cette latéralisation en 30 minutes pendant, je sais pas, 24 heures, c'est difficilement achetable pour quelqu'un qui voit toutes ces informations-là. Donc voilà, il faut mettre toutes ces choses en perspective et faire attention à vous. Voilà, dans tous les cas, si vous le sentez pas, il y a tellement d'autres moyens de faire de l'argent. Enfin, vous n'êtes pas obligé d'investir parce que voilà, tout le monde investit dessus. Il y a tellement d'opportunités en fait dans ce marché-là que voilà, le prochain train est dans 15 minutes et dans 15 minutes, vous aurez peut-être un autre projet aussi séduisant avec peut-être une distribution du supply un petit peu plus à votre goût. Tout à fait. Voilà, bah, si vous voulez les gars, en fin de live, là, vous pouvez nous balancer des coins que vous voulez qu'on analyse. Et Léo sera un plaisir d'analyser ça pendant quelques minutes pour clôturer le live en beauté. Moi j'ai faim, donc j'ai pas mangé depuis tout à l'heure, donc je vous donne 5 minutes. S'il y a des choses qui sont assez sympas, je dirais l'analyser. Faisons vite et bien. Casper, j'en ai déjà parlé. Casper, j'en ai déjà Il y a parlé. beaucoup de gens qui ont demandé MNW aujourd'hui, je sais même pas ce que c'est. C'est quoi en fait? Je sais même pas ce que c'est. C'est pas... Non, j'allais dire c'est Morpheus Network, je suis pas sûr. Ouais, c'est ça. Hein. C'est ça? Je pense. Hein. Est-ce que c'est Morpheus? Ah bah ça peut, donc c'est forcément... Je me mets sur ton écran, ouais. Mais... Vertical, on en parle comme d'hab. Ouais, mais parce que c'est un concurrent de VeChain sur le circuit de la supply chain. On a fait un article. Ah, VeChain, c'est un autre coin comme Ultra où j'en peux plus, je veux plus jamais en entendre parler. Bah là, c'est le nouveau VeChain. C'est le compétiteur de VeChain. Quelle horreur. Non, que dire, c'est vertical, donc c'est pas le moment où j'achète. Voilà. À chaque fois, je vous parle de structure en W, en weekly pour me positionner. Comme dirait Zemmour, comme c'est bizarre. Voilà, oh, bah alors. Comme c'est bizarre. J'arrive pas à y croire. Franchement, un range de 6 mois qui se résout sous forme de W weekly. Bon, voilà, je suis très étonné. Très étonné. J'avais jamais vu ça de ma vie. Bah voyons. Donc voilà. Je veux bien aussi. Et maintenant vertical, donc franchement pas grand chose à faire, surtout qu'on arrive sur une résistance qui est assez importante. De celle-ci qui est assez bien marquée, je vais mettre un peu plus en épais, donc voilà, support ici, résistance à nouveau. Franchement, j'irais pas me jeter, enfin c'est vertical en fait, j'ai rien à trader quand c'est vertical, à part le fait, je sais pas, qu'on chasse davantage de stop, qu'on repasse en dessous, qu'on se resserre de cette zone ici comme résistance pour derrière, voilà, dans le cas où on a une inversion de structure ou que voilà, tu vois, on arrête de faire des creux de plus en plus haut et qu'on fasse des creux de plus en plus bas avec des sommets de plus en plus bas, là peut-être jouer une inversion de structure, mais voilà, on est sur une résistance weekly avec un graphique qui est vertical. Est-ce que c'est le moment où je vais vous dire d'acheter? Non. Est-ce que c'est le moment de TP si jamais vous avez acheté plus bas? Probablement. Est-ce que c'est le moment de tout vendre? Non. Un petit morceau. Voilà. Donc mais j'irai pas, je peux pas toucher à ça. C'est clair et net. Je veux bien que tu regardes NER. Effectivement. C'est un beau projet. NIR, c'est dégueulasse. NIR, dégueulasse. On fait des clôtures plus basses que les précédentes. Tu vois, genre NIR comparé à je sais pas, un Matic, ça n'a rien à voir. On est quasiment sous le bottom qu'on a posé en juin, donc c'est encore pire que BTC. Donc voilà, moi je pense un scénario qui pourrait me rendre haussier sur NIR,
c'est si jamais on arrive à reclaim cette zone ici des 3,22. C'est-à-dire que si on arrive à repasser au-dessus des 3,22 ici, qui était une zone qui nous servait de support en weekly, et qu'on la reteste en tant que support, après être repassé au-dessus, là je veux bien me positionner avec une invalidation si jamais on clôture en dessous ou avec une structure à voir. Mais là, pour l'instant, tout ce que je vois, c'est qu'on fait des clôtures de plus en plus bas, c'est des sommets de plus en plus bas. Donc c'est tout sauf positif. Voilà, si on reclaim potentiellement, pourquoi pas, mais même si on reclaim, je pense que les vendeurs vont vouloir se positionner ici pour défendre la tendance baissière. Et c'est pas parce qu'on reclaim que c'est fini, quoi. On peut très bien faire un truc comme ça et continuer, tu vois. Donc voilà, moi j'aimerais voir de la force. Et c'est pour ça que dans ces conditions-là, je regarde beaucoup de coins et je me focus sur les coins qui sont forts à mon sens. Et Matic en fait partie. Atom en fait relativement partie par rapport à d'autres. Ethereum en fait largement partie. XRP dernièrement. Je dis bien dernièrement. Servait un petit peu aussi. D'ailleurs, je parlais de défendre ce support-là. On a bien pump là récemment. Donc voilà, à surveiller. Mais moi, je préfère rentrer sur des coins qui me montrent de la force plutôt que d'anticiper sur des coins qui sont faibles pour potentiellement avoir de la force par la suite, quoi. Moi, en fait, ce que je vise, c'est soit d'essayer de poursuivre des coins qui sont bien loin de leur lot ici et qu'on a posé en juin et qui me montrent des choses encourageantes, genre typiquement comme on a vu sur Matic, soit peut-être genre des cryptos qui testent pas mal de fois leur support, qui passent en dessous rapidement et qui repassent au-dessus. Et là, ça me montre que on a chassé tous les vendeurs, en tout cas qu'ils n'ont pas forcément la force, et j'ai envie de voir cette zone réutilisée comme support pour pousser un peu plus haut, au moins chasser les stops ici. Mais voilà, typiquement ce que je cherche, c'est soit des cryptos qui sont bien fortes, bien haut et qui montent des creux de plus en plus haut et qui surperforment le reste du marché, soit des cryptos où on a des niveaux qui sont assez clairs, qu'on chasse, qu'on reclaim, et pour repartir de plus belle derrière. C'est le genre de setup qui me plaise. Les cryptos où je vois un truc comme ça, enfin, à quel moment, genre, ça me donne envie de les trader en tant qu'acheteur? Dans l'instantané, c'est pas rassurant. Tu peux regarder Gala, je vois qu'il est dans tes Super Week. Gala, dégueule. Ouais, Gala, il est dans les plus faibles. C'est typiquement le scénario dont je te parlais. On fait des creux de plus en plus bas et des sommets de plus en plus bas. On n'arrive pas à tenir support, y compris ceux qu'on a établis en juin. Donc, c'est Mais tout ce qui catastrophique. touche de près ou de loin au gaming, dans le Web3 en général. Mais en fait, c'est pas ça. En fait, c'est tous les coins où on distribue des tokens à l'infini et on est en mode bonne chance, les refs. Espérons que ça pump. C'est vrai. Donc, C'est vrai, donc voilà. Top. Bon, écoutez, merci Léo. J'espère que vous avez passé une bonne soirée, mesdames et messieurs. Vous avez kiffé. Dans tous les cas, on se retrouve dimanche prochain. Moi, je vais essayer de sortir une vidéo, donc comme d'habitude, le mardi et le jeudi. La rediff pour la partie technique sera disponible sur ma chaîne demain matin à 8h. Donc si vous voulez aller regarder la partie technique, c'est demain à 8h. Sinon, vous aurez la partie fondamentale aussi sur la chaîne de Capet et aussi la chaîne de Coin Academy à votre convenance. Voilà. Et voilà, si vous êtes là, c'est plutôt bon signe. Moi, je suis content que vous soyez là dans ces périodes-là. Il y a des choses intéressantes qui se montrent et content qu'il y ait des personnes pour voir ça. Au pire des cas, on se régalera à deux. Voilà. Je vous envoie la chaîne de Coin Academy dans le chat, les potes. On est à pas grand-chose des 3500 abonnés. Donc, il suffit juste d'appuyer sur le Franchement, bouton. si vous voulez faire plaisir, faites ça. Abonnez-vous, c'est gratuit. Ça vous prend 2 secondes. Mettez la petite cloche. Vous aurez la rediff demain dessus. Mais vous avez l'idée, quoi. Si vous voulez soutenir, n'hésitez pas à vous abonner. Et on met plein de contenus qui sont assez inédits dessus. On a eu le test de Cross VHs récemment. On a les masterclass. On a eu des interviews récemment avec Abdel, avec Crypto Farmer, avec aussi des partenaires qui ont participé à notre conférence, à savoir Massa, Retrib. On a eu Hard Disk. Enfin bref, on a eu du beau monde et on va avoir de plus en plus de formats assez intéressants. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner. Ça fait plaisir. Tout à fait. Voilà, attends, sur mon écran pour que vous voyez ça. On va avoir une interview de moi et Iril, le youtubeur Fonda. On va avoir une petite interview aussi de Fricoben, qui parle en tant que développeur sur Starkware, Starknet. Voilà. Donc vous avez des contenus comme ça qui sont assez longs sur cette chaîne précisément.
si vous voulez vraiment avoir toute la discussion. La partie courte, c'est chez Picsou. Je vous le remets dans le chat. Voilà, petite pub de fin, on en profite. Hein. Le crypto Picsou, parce qu'effectivement, si je tape Picsou, c'est gourmand. Et pour la partie Fonda en condensé, ça se passe chez moi, avec des nouveaux contenus qui vont arriver bientôt. Pour de la vulgarisation autour de Bitcoin, de la blockchain, etc., etc. Je suis dessus. Je mets la priorité sur Solana Breakpoint, mais après, niveau Bitcoin, vous allez avoir des vidéos sympas pour tout comprendre. Passez une bonne journée, une bonne soirée. Le petit like si vous êtes sur YouTube. Et je vous dis ciao tout le monde. Tchuss.